Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Le samedi entre 11h et 12h, Isabelle Morizet reçoit stars de la chanson, du théâtre, de la littérature ou du cinéma qui se livrent en toute simplicité, en toute intimité au micro d'Isabelle Morizet qui samedi recevait Véronique Jeunesse à l'occasion de la sortie de son livre 46-38 Guerre et poids. C'est paru chez Michel Lafon. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Lorsqu'on est depuis 17 ans sur TF1 une héroïne récurrente qui attire à chaque diffusion d'épisodes 10 millions de téléspectateurs et que dans la rue on vous appelle non pas par votre nom mais par celui de votre personnage, il y a de quoi légitimement se poser quelques questions sur sa véritable identité. Non, Véronique Jeunesse n'est pas Julie Lescaut. En tout cas, pas que. Véronique Jeunesse est bien rousse comme Julie Lescaut, déterminée, directe, débordante de vitalité, de peps, d'autorité et de gouaille comme elle. Mais si Julie Lescaut s'accommode à l'écran des 18 kilos qu'a pris Véronique Jeunesse, eh bien Véronique Jeunesse, elle, ne voit pas ça du tout d'un bon œil et a décidé en fait de faire sa révolution pour échapper, comme elle le dit, aux fatalités de la cinquantaine. Alors ce drôle de combat qui lui a permis de passer d'une garde-robe taille 46 à une garde-robe taille 38. Véronique Jeunesse nous le raconte avec beaucoup de malice dans un livre intitulé 46-38 Guerre et poids qui vient de paraître chez Michel Lafon et qui est déjà deuxième des meilleures ventes d'enfants. C'est ça, Véronique? Bah oui, c'est quel bol. Mais attention, attention, pas 46-38, 46. Oui, j'y étais arrivé, mais 38, c'est vraiment utopique et j'y arriverai jamais. C'est un espoir. Non, vous êtes sur la voie. C'est la dernière ligne droite. Je ne sais même pas si j'y arriverai un jour. Bon, Véronique Jeunesse, quand une star à qui tout sourit décide de changer de peau en changeant de poids, l'élément déclencheur, il est forcément violent. Ça a été lequel? Non, c'était visuel. Je déteste l'addiction à quelque chose. Je déteste être obligé d'aller vers quelque chose. C'est un peu le t'es pas cap, surtout moi, qui me pousse dans la vie. Donc tout à coup, je me suis vue et je me suis foutu un pari dans les mains parce que je me suis dit, tu peux pas te laisser aller comme ça. Tu peux Vous pas. êtes vue, c'est-à-dire? Je me suis vue à une émission de télé et j'ai eu l'impression de voir ma grand-mère. Et donc j'ai dit, ma grand-mère, elle était géniale, mais elle était forte. Et j'ai dit, non, c'est pas parce que j'ai arrêté de fumer, c'est pas parce que j'arrive à 50 ans, c'est pas que je dois rester comme ça, c'est impossible. Et je me suis foutu un pari à moi-même et je dis maintenant, faut que tu rebondisses, t'as été au fond de la piscine, là, tu dois foutre un grand coup de pied puis tu dois remonter. Et voilà, c'est un peu... Mais alors ces 18 kilos, vous les aviez pris insidieusement comme ça en combien de temps? En 3 ans et demi. D'abord juste en arrêtant la cigarette. Bah c'est pas juste en arrêtant la cigarette, c'est en la remplaçant par le saucisson surtout. Je veux dire, suffit pas d'arrêter la cigarette. C'est pour ça que ce livre est dédié à votre charcutier, à votre pâtissier, à votre crémière. Voilà, à la maïzena, au chocolat de ma grand-mère, évidemment, parce que c'est vrai que je suis une grosse gourmande et que quand je fumais, disons que la compulsion de mettre quelque chose à sa bouche était comblée par la cigarette. J'ai fumé je prenais le téléphone, je prenais une cigarette, je m'asseyais, je prenais une cigarette, voilà. Et en fait, après, j'ai remplacé ça par d'autres choses. J'ai remplacé la cigarette par la nourriture. Et donc, j'ai pas arrêté de manger. Donc, en 3 ans et demi, j'ai pris 18 kilos. Alors, j'en ai pris plutôt 50 et j'en ai perdu 20, quoi. Je veux dire, non, mais je veux dire par là que j'ai pas arrêté d'être au régime. Je me suis bousillé la vie et je me suis bousillé la santé à faire des sur-régimes idiots qui faisaient que j'ai baissé mon métabolisme et que finalement, plus j'étais au régime et plus je grossissais. Je suis arrivée dans un cercle infernal que j'avais jamais vraiment connu à ce point-là. J'ai toujours été, moi, gourmande. Je me suis toujours battue contre moi-même là-dessus. J'ai fait le yo-yo, mais un petit yo-yo, quoi. Et là, j'étais arrivée dans un truc pas possible. Gourmande épicurienne. Mais comme à la télé, on vend d'abord de l'image, j'imagine que l'équipe de prod et de tournage de Julie Lescaut, par exemple, devait sans arrêt vous mettre en garde. Attention, Julie, freine. Non, même pas, parce que les gens, non, parce qu'en fait, moi, je suis grande, ça se voit pas tant que ça se voit, mais c'est pas, on avait surtout l'impression que j'allais pas très bien, parce que c'est vrai qu'après, moi-même, je déprécie mon image, donc mon regard, donc les choses changent, mais moi, je m'enrobe plutôt harmonieusement, je m'enrobe de partout, donc j'ai pas, tout à coup, un truc qui est plus énorme que le reste, mais je m'enrobe vraiment de toutes les parts, je me massifie comme ça, je deviens une sorte de bombe. Alors, Véronique Jeunesse, on va expliquer tout à l'heure comment vous avez gagné donc ce combat contre les kilos en trop, mais Julie Lescaut, elle aussi, elle a vécu en même temps que vous une espèce de remise en question radicale, puisque le commissaire que vous incarniez depuis 17 ans vient de quitter sa province.
province. Julie Lescaut vient de quitter son compagnon et elle est devenue à Paris un cœur à prendre. Ça veut dire que la révolution de l'une a entraîné, d'une certaine manière, la révolution de l'autre. Eh ben, ça va paraître paradoxal, mais je pense que c'est la révolution de Julie. C'est grand nettoyage de printemps. C'est que tout en même temps. C'est-à-dire que cette envie de révolutionner Julie, elle traînait depuis 3 ans parce que je trouvais que ça s'encroutait un peu. Il fallait que ça bouge. On évolue dans la vie. Je trouve que Julie évoluait beaucoup moins que la vie. Donc, quand on venait dans un poste... C'est dur de dire ça. Vous trouviez que Julie Lescaut évoluait moins que la vie? Oui, parce que quand on est dans un poste, on évolue, on monte en grade, on se bat pour aller plus loin. Et Julie, elle se battait plus. Je trouve qu'elle restait dans son truc. Et on avait fait le tour un petit peu de tout ce qui pouvait se passer dans son existence. Et je trouve que ça devenait, pour moi, ça devenait un peu ennuyeux. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de pas cette seulement, petite révolution? Non, mais je pense que tout le monde avait ce sentiment-là et personne n'osait vraiment s'en parler de peur que les autres n'aient pas ce sentiment-là. Donc tout le monde se disait, et puis il y avait plein de choses qui faisaient qu'on laissait pourrir les choses en l'état. Et un jour, donc ça passait partie de Takis qui m'a dit ça serait peut-être bien qu'on change sa vie de famille. Takis Candilis, et du coup, moi, directeur des programmes de TF1. Je déjeunais avec lui et j'ai dit mais attends Takis, on change sa vie, mais changeons aussi de commissariat, changeons tout. On me faisait un monter en grade. Et tout à coup, et il a vu mon enthousiasme, il a dit ah ouais, t'as envie vraiment? Je dis ouais. Jean-Pierre Guérin aussi. Tout le monde a eu envie en même temps. Mais alors c'est vous pratiquement qui avez redéfini la nouvelle Bible de Julie tout. Lescaut? Non, c'est tout le monde ensemble. Vraiment, ça a été une envie commune. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, il a fallu réécrire. Alors on s'est dit, et ça a été un arrêt. Au départ, c'était pas vraiment prévu 10 mois, mais disons que pour arriver à vraiment commencer à trouver une nouvelle écriture, ça a changé. Pas tant dans la vie de Julie, enfin ça a changé dans la vie de Julie, mais pas tant dans Julie elle-même que dans sa forme, les films. C'est-à-dire que la forme beaucoup plus elliptique, l'image, le traitement de l'image, de la musique, l'envie de le rythmer, l'envie de lui donner une sorte de nouvelle coquille aussi. Donc en fait, Julie, ça a changé. Et à ce moment-là, moi, ça m'a laissé le temps que j'avais pas eu depuis 15 ans, de redescendre, vraiment, de descendre au fond de la piscine, justement, de m'engouffrer dans une sorte de vide, de repos que j'avais pas eu depuis, et de me rendre compte que j'allais pas si bien que ça, que l'entraînement de la vie m'emmenait vers quelque chose. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Gérard Miller, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. L'équipe du vendredi, quoi, autant le dire, hein, c'est l'équipe du vendredi. Vous êtes content de retrouver votre Stevie, Pierre? Ah bah oui. Oui. Surtout que il m'a proposé quelque chose tout à l'heure. Non, arrête. Nous en sommes témoins. Ah oui. Il vous a dit que vous étiez... Mais oui, enfin, ce serait pas non avec vous. Voilà. En comparaison d'avec quelqu'un Il m'a d'autre. pas dit combien, mais enfin, c'était bien quand même. Ah, non, vous faites pas Mais payer. vraiment, qu'est-ce qui se passe? Vous faites pas payer, Stevie, quand même. Non, gratuit. Ah, enfin, c'était. Gratuit, je déteste. Ah, c'est vrai. Gratuit, je déteste parce qu'on s'attache. Non, c'est pas. C'est grave. Isabelle Motro a fait un effort de coiffure aujourd'hui, vous voyez. Comme... Ah oui, mais c'est pas possible. On sent que c'est le printemps. Je me suis dit que sinon vous n'auriez rien à dire dans cette émission. Donc, Ah non, regardez toutes les questions que j'ai Au préparées, contraire. les Un dossiers sujet. qu'a Philippe Alfonsi, Gérard Miller qui est déjà sur le qui-vive et à la cymbale. Et à la Et cymbale. à la cymbale. Et là, je vais vous dire, ça va taper. Ah bah oui. Par exemple, Gérard, vous pouvez le dire, vous, T'as pas à côté. ce que feront Diego Maradona et Mike Tyson là, du 14 au 28 mai prochain, ou est-ce qu'ils Ils vont en seront... cure de désintoxication. Pas du tout. Une course automobile. Non plus. Ah, on attaque à fort hein, aujourd'hui. Football. C'est parti. C'est dans le sport? Ce n'est pas dans le sport. C'est quelque chose qu'ils vont faire ensemble ou quelque chose qu'ils font Ils en vont même temps? participer à un même événement. Voilà, Une Mike compétition. Tyson et Diego Maradona entre le 14 et le 28 mai. On ne sait pas la date exacte. La rentrée au compéti- musée Grévin? Pas du tout. Une Le compétition? festival de Cannes. Ils seront au Festival de Cannes. Excellente réponse. Ah. Gérard Ah Miller. oui. C'est pas vraiment sportif quand même du coup. Quoi? Et personne n'a dit que Mais c'était. qui a dit que c'était Personne n'a Ah dit que j'avais c'était cru, sportif. j'avais cru, pardon. Dis donc, t'as été chez le coiffeur, t'aurais mieux fait d'aller chez le docteur hein, pour te écoutez, soigner c'était la l'intérêt tête. de la Hein. question. Si évidemment, c'est pour nous dire que Diego Maradona va participer à un jubilé de football et Mike Tyson à une fête de la boxe, ça n'a aucun intérêt, vous voyez, Isabelle vrai. Motro. Donc ça veut dire qu'il tourne dans des films quand même. Alors c'est ça, la question c'est pourquoi. Pourquoi, oui. Ah, alors voilà, ça je ne sais pas. Non mais c'est vrai. C'était ton seul travail de la semaine. Et t'arrives pas à le savoir. Avoue que c'est quand même terrible.
Oh bah alors attendez, puisque vous cherchez à me piéger, vous allez voir. Là, la prochaine, elle va être salée. Hein. Allez. On va au centre zoologique de Warwickshire. C'est en Angleterre. Yes. C'est en Angleterre, Ah, Pierre. ouais, ouais. C'est dans Comment le on avait sud de compris l'Angleterre. Le centre zoologique de Warwickshire. Et alors là-bas, il y a un gros problème de contamination. Quel genre de problème Fièvre de contamination? Non, pas la fièvre afteuse. C'est un H5N1. animal qui contamine d'autres animaux. Exactement. Puisque c'est un centre zoologique, ça veut dire les animaux. Non, 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 ça pourrait être... Ah, les ça poules, pourrait être c'est gardiens. des oiseaux? Ce sont des oiseaux. La Ils grippe sont des aviaire. Le animaux. psittacisme, c'est. Pardon? Le psittacisme. Le quoi? Le psittacisme. C'est-à-dire? Eh ben, le psittacisme, c'est la façon dont parlent les perroquets. Et justement, et qu'il y a des hommes qui parlent comme ça, et on dit, il fait du psittacisme. Alors écoutez, il y a un petit rapport, Pierre Bénichou. Enfin, un gros rapport, même c'est pas la bonne réponse, Et mais parce que ce sont des perroquets. il s'agit de perroquets. Et moi, je connais bien les perroquets, donc je vais donner la bonne réponse. Ah, Donc, d'accord. ces perroquets troublent les autres animaux en parlant. Non, non, pas les Leur autres donnent- animaux. voilà, troublent les les clients. surveillants. Troublent les clients Non plus. en Les leur donnant autruches. des ordres. Non. Les cigognes? Non. Se troublent entre eux. Voilà, alors expliquez. Se troublent entre eux, car les perroquets se donnent des ordres. Oui, Et, c'est-à-dire. Ils obéissent à une hiérarchie? Non, Ah, pas bah, ça, du tous tout. les animaux obéissent à une Ils se hiérarchie. donnent pas d'ordre, non. Non, non, mais ils se disent certaines choses. C'est-à-dire. Ils répètent tout ce qu'on leur dit. Alors, Et on en a marre. Et alors ça fout. Mais non, mais c'est-à-dire que Parce que ça a évidemment, commencé on par un confie perroquet. truc, et puis un perroquet il qui répète dit tout. certaines choses, il a appris certaines choses ou il a répété et certaines alors, choses. qu'est-ce qui se passe? Et Ah, du coup, il tous les perroquets répètent la même chose et ça fait quasiment une manif de perroquets. C'est exactement ça, mais qu'est-ce qui se dit alors? Écoutez, moi j'ai appris, je vous assure que c'est vrai, mes perroquets, la dernière phrase que je leur ai appris lorsque je leur ouvre les volets le je leur ai matin, appris. On a changé la de dernière phrase que je leur ai formule apprise. à cause de tes histoires de perroquets. On va Apprenez-leur pas le commencer. français d'abord, Oui, vos perroquets. je leur apprends le vrai, et lorsque j'ouvre les rideaux ou les volets le matin, ils crient tous augmenter nos salaires. Donc je vois que les perroquets peuvent manifester, donc on leur a appris quelque chose. Alors là, en l'occurrence. sur la reine évidemment, ils disent Pas du tout. fuck the Vous l'avez queen. dit quasiment. Oui, alors, Ils insultent les passagers, Voilà, les fuck visiteurs the du queen. zoo. ça a commencé par. Connasse, 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 Voilà, voilà. connasse. Et- Je t'en prie. N'insulte pas des inconnus, toi. Hein. Bon, alors vas-y. Ça a commencé par un perroquet du centre zoologique de Warwickshire en Angleterre. Le premier perroquet a commencé à proférer des injures à longueur de journée. Il y a un spécialiste des langues qui a été appelé pour lui faire perdre cette habitude. Le comportement de l'animal allant en se détériorant de jour en jour. Plus ça allait, plus il disait des injures. Ils ont décidé d'engager un professionnel des langues et des bonnes manières. Sans succès, le perroquet continue à faire des injures tout au long de la journée. Tous les autres s'y sont mis. Le pire, voilà, c'est que les paroles du perroquet se sont propagées dans toute la volière et ce sont désormais tous les perroquets du parc zoologique qui font connard, salope, toute la journée. Jeff Gwaycock, le responsable du secteur, dit ces oiseaux vivent entre 60 et 70 ans. Ah bah ça va durer. Et notre perroquet initiateur n'en a que 10. Il va falloir supporter d'accord. ça encore longtemps. Mais non, Enfin, je sais ce qu'il faut faire. Alors justement. Non mais moi j'ai une Ah oui. solution. Il faut leur donner d'autres mots intéressants à Bah, dire. Justement, il y a dans le métro, il y a un mec qui est assis là, avec une casquette, gamin, il est comme ça, puis tout à coup, il y a un punk qui entre dans le métro. Un quoi? Un punk. Un punk. Avec des cheveux rouges, jaunes, verts, avec de la gomina qui est comme ça, et puis qui chante, et bah. Et le gamin, il dit, fiston, ta gueule, fiston. Et l'autre, il continue, ta gueule, fiston. Et l'autre, il dit, mais arrêtez de m'appeler fiston, je suis pas votre fils. Il dit, si, t'es mon fils. Il dit, mais comment je suis votre fils? Il dit, j'ai enfilé un perroquet il y a 20 ans. Oh non! Elle est très bonne. C'est frais. Donc quand j'ai entendu perroquet, non mais c'est Ah drôle oui, mais quand même. évidemment, j'ai bien compris. Oui. C'est drôle, j'ai enfilé un perroquet il y a 20 ans. il y a un Ouais, punk j'aime bien, Pierre, vous voulez que je vous dise? Moi j'aime bien aussi. Oui, j'aime bien. Non, je voulais juste vous c'est apprendre. aussi ça, Pierre Bénichou, moi, je dis. Oui, c'est surtout Voilà. ça même. Tu devrais le C'est- raconter c'est- au perroquet. Comment ça, C'est c'est surtout essentiellement ça? ça. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on connaît bien dans les hôpitaux psychiatriques. Vous dites un mot et immédiatement il y a une association du coq à l'âne qui n'a forcément rien à Oui, voir oui, absolument. oui. avec la On dit conversation. perroquet, je pense à une histoire de perroquet. Oui, C'est- l'histoire ça drôle. s'appelle l'esprit humain, ça. Non, mais je veux dire sérieusement, tu vas me parler d'associations d'idées qui peuvent être très lointaines
humaine, en effet. Et tandis que là, c'est pas une association d'idées, c'est une évidence. On dit perroquet, je pense perroquet. C'est ça l'association d'idées, c'est Hein propre de sauter sur un mot. On me dit par exemple, on me dit Miller, je pense tout de suite sexualité. C'est normal. Oui, c'est vrai. Mets-toi à ma place, on est toutes les mêmes. Hein. On n'est pas bâtis sur un autre modèle. Qu'est-il arrivé à Jeanne d'Arc à Rouen? Ah, on ne peut pas le dire. Ah, on a enlevé sa stèle, enfin la statue, pour la réparer. Non. C'est évidemment Jeanne Mais d'Arc. quand Ces ben, jours-ci. Je sais, parce que Si vous me dites elle a été brûlée, ça peut oui, être la non, bonne. parce qu'il a une chanson, il dit et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Elle est brûlère là-bas, non? C'est pas là-bas? Elle a été brûlée en quelle année, Pierre? Ah bah elle était brûlée en 1300 quelque chose. 1200. Non, 1300. 1300, Ah, je crois. non, Au 14e siècle. Je vous Jeanne fais de d'Arc. mémoire en plus, hein, parce que c'est pas la réponse. Hein. 1431. C'était Non. le début. 1431. Pas possible. C'était Brûlée, la place première du année Vieux Marché. peut-être. Mais c'est pas du tout la bonne réponse. Est-ce que c'est actuellement que ça Bien vient de sûr, se c'est arrivé produire? cette semaine. Est-ce que c'est à sa statue? Mercredi soir même, c'est Sa arrivé. statue. Ils ont sali sa statue. Alors, Elle a été taguée. quel genre de statue? Une statue. Alors, est-ce que c'est une statue vraiment ou c'est le personnage qui incarne chaque année Jeanne d'Arc? C'est-à-dire Bah, chaque année, il y a une fête de Jeanne d'Arc où il y a une jeune fille qui est sur son Qui se cheval. fait brûler. Mademoiselle et Le qui, Pen. par exemple. Non, c'est pas la fête du 1er mai, il y a une fête de Jeanne C'est d'Arc une vraie là-bas. statue. Non, c'est une statue, oui. En pierre, hein. Pas en pierre, justement, non. Ah. En bronze. Non plus. En quelque chose qui n'est pas Qui durable. Oh, non, c'est très habituel, oui. En pierre. Non, En sable. non, enfin, écoutez, on connaît que ça. En En ciment. sel, en En sel. bronze. Non, En bah, sel. voilà. En La ciment. statue de sel, c'est bien Enfin, connu. vous êtes con, quoi. Bah, on a tout dit. Merci beaucoup. En parpaing. En parpaing, une statue en parpaing. On a tout dit, on a dit Vous ciment. allez voir beaucoup des. En or. Vous allez voir beaucoup En de marbre. statues en parpaing au Grévin. En cire. En cire, Bon, oui. voilà, merde, parce qu'il faut tout vous dire. Non mais avoir fait Jeanne d'Arc en cire, c'est honteux. Quoi? Parce que ça Avoir fait fond Jeanne avec d'Arc Pour la en faire cire, fondre, c'est ah oui, honteux. c'est la ah oui, Enfin, je veux dire, c'est un pied de Donc, on l'a nez. fait fondre. C'est un pied de nez à notre martyr. Par contre, si elle avait été en cire, elle aurait Donc elle a fondu. fondu. Donc elle a fondu. Alors, oui. elle n'a pas fondu. Bon, alors, déjà, on sait qu'elle est en cire. C'est un mannequin de cire qui représente Jeanne d'Arc sur son bûcher au musée Jeanne d'Arc de Rouen, en Seine-Maritime. Que lui est-il arrivé mercredi? Quelque chose. Elle a été Quelqu'un a mis le dégradée. feu au bûcher. Quelqu'un a mis le feu, bien sûr. Non, Il y a non. eu une dégradation. Non, ça fait bizarre, évidemment. Oui, une dégradation, on peut dire. Volontaire. Oui, volontaire. Ah là là. Quelqu'un s'est ciré les chaussures sur Jeanne On lui a d'Arc. coupé la tête. On l'a décapité. On a décapité Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Stevie. Voilà la bonne réponse. Comment ça se fait? La pauvre Jeanne, ça a dû la surprendre. Tout le reste, elle a été habituée, brûlée, tout ça, décapité. Couper la Et tête il y à a Jeanne eu un d'Arc. message, il y avait un message, il y avait une... L'homme dont le signalement a été donné aux enquêteurs a profité de l'heure de fermeture du musée pour s'introduire dans l'espace exposant la scène finale du parcours de Jeanne d'Arc. Là, muni d'une hallebarde arrachée à un autre mannequin. Une Ah donc il n'y a hallebarde. pas préméditation. Il y avait pas plus petit, non? Un mannequin représentant un des gardiens du bûcher. Oh là 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 Il là s'est là. acharné sur la tête de la pucelle. Le directeur du musée averti C'est par le... rien, s'attarder sur la tête d'une pucelle, il faut pas. Non mais, je veux dire, il aurait dû. Oui, il faut être Non, con, je veux dire, hein, ça. ce Oui. que les Anglais, nos ennemis héréditaires, n'avaient pas osé faire, cet homme l'a fait. Alors je suis directeur- contre la décapitation, mais il la mérite lui-même. Non, mais Le directeur du Guillotine. musée, averti par le système d'alarme, a pu mettre en fuite le malfaiteur après avoir été frappé lui-même, le directeur. Un coup d'albarde. de hallebarde. La police enquête sur cette affaire dont le préjudice est estimé à 3 500 €. Depuis jeudi, soyez rassurés, le mannequin a une nouvelle tête. Voilà, on lui a mis la tête de Qu'est-ce Jean qu'ils Le ont fait de Canuet. l'ancienne Non, il doit y avoir des têtes de Jeanne Des têtes d'Arc de rechange. en rechange, j'imagine. Petit reproche peut-être à vous faire, Je vous en Laurent. prie. On peut se permettre, c'est que souvent vous reprochez à Pierre Bénichou de nous parler de personnages dont les jeunes ne connaissent plus du tout le nom. Est-ce que peut-être sur Monsieur Le Canuet, Jean Le Canuet, vous pouvez nous dire qui c'est? Oui, car oui, les alors jeunes Le Canuet, générations qui ici c'est moi présentes moi nombreuses. je sais c'est pas, moi. Je reconnais, mais moi, moi je sais pas, j'étais même pas né, hein. contrairement à Pierre Bénichou, moi je vous l'accorde, c'est vrai. Alors je vais rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent que Jean Le Canuet fut pendant très longtemps maire de Rouen et une longévité assez étonnante d'ailleurs à la mairie de Rouen et président de l'UDF et même candidat à la présidentielle dans les années 60. Non, en 1965. Bah non, quoi, je dis dans les années 60, vous me dites en Mais 65. non, mais je précise, en D'accord, ne 1965. dites pas non, alors dites-moi précisément. C'est son, comme les centristes, c'était un genre qui à l'époque marchait fort. Il avait détourné tellement de voix que De Gaulle a pu être mis en ballottage
par François Mitterrand. On va changer de région, on va parler du Poitou-Charentes, parce Oui. que je dois... Ça, c'est mon département. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ah, C'est ma région, Poitou-Charentes. C'est vrai? j'ai une question à poser. Oui, je vous en prie. Un petit aparté sur Poitou-Charentes. Pourquoi est-ce qu'on dit plus Charentes-Poitou? Est-ce qu'on dit Poitou-Charentes maintenant? On a toujours Avant, dit on disait Poitou-Charentes, et dans une publicité, on avait mis Charentes-Poitou, Oui. Charentes-Poitou, parce qu'on Mais peut pas dire avant, on disait Poitou-Charentes, Poitou-Charentes. Tu comprends, c'est tout. On a mis Mais non, mais du coup, moi, j'entends. C'est du beurre et ça rentre mieux dans ce sens-là. Bon, voilà, ok. Ben, vous avez la réponse. D'accord. En plus, c'était très sérieux ce que j'allais faire. Oui, oui, oui. Je Non, mais me c'est dois- Il sérieux faut pas la laisser aussi. intervenir comme ça. Je me dois de lire un communiqué puisque cette semaine, avec Philippe Vandel, on a eu une petite polémique. On a laissé entendre que deux anciennes collaboratrices de Madame Ségolène Royal, Oui. Madame Evelyne Patouot et Claude Fouchier, qui viennent de gagner, ça c'est un fait, leur procès devant la cour d'appel de Rennes, avaient été en fait des collaboratrices de Monsieur Jean-Pierre Raffarin au sein du conseil régional et avaient continué à lui rendre service. Ça, c'est évidemment faux. Voilà ce qu'il faut qu'on rectifie. Ce qui est vrai, ça on peut le dire, c'est qu'aujourd'hui, ça lui rend service à lui. Mais ça lui rendait pas service à l'époque en tout cas. Nous devons donc apporter un démenti formel, c'est juridique, à ces informations infondées lors des faits. Je vais rappeler les faits en 97, ça date de 97. Madame Fouchier était la collaboratrice parlementaire de Madame Royal depuis 88. Madame Patouot avait été embauchée en 95 par Madame Royal. Toutes deux étaient rémunérées directement par Madame Royal sur la dotation de personnel de l'Assemblée nationale. Par la suite, elles ont toutes deux été embauchées durant 5 ans par le suppléant socialiste de Madame Royal. À aucun moment, elles n'ont donc eu de relation professionnelle ou politique avec Monsieur Raffarin, que ce soit dit et entendu. C'est fait. Nous présentons donc toutes nos excuses à Mesdames Evelyne Patouot et Claude Fouchier pour le préjudice que nous avons pu Mais leur je procurer. comprends que vous fassiez ça parce que la vérité est notre seul maître, notre seul patron, et après vous, avec vous, je veux dire, et je pense que vous devriez, chef, je suis pas le genre à balancer mes copains, mais virer Vandel quand même qui Ah non, vous mais a mis. Vandel, il était pour rien, c'était moi qui avais repris Philippe Vandel et Non. ensuite Jean-Bernard Ah Hébet. bon, mais alors vous restez. Hein. Mais il faut quand même, pour être juste dans cette affaire aussi, dire que Philippe Vandel s'était servi d'un papier paru dans le Parisien, je crois lundi dernier, signé Béatrice Houchard, papier qui quand même était titré « Raffarin veut la tête de Royal ». Poitou-Charentes, après la condamnation en appel de l'ex-candidate du PS à la présidentielle pour licenciement abusif, l'ancien Premier ministre demande sa démission de la présidence de la région. La campagne des régionales est ouverte. Ce qu'on avait en tout cas dit, et ça Madame Patouot et Madame Fouchier peuvent pas nous le reprocher, on avait absolument dit clairement dans cette émission que de toute façon, quels que soient les faits, si elles avaient été virées et pas payées, c'était absolument pas normal. Ah voilà. Et ça, on avait été très clair là-dessus, que ce soit Ségolène Royal ou qui que ce soit d'autre. On est d'accord sur cette affaire, Pierre Eh bien, Bénichou? absolument. Je pense Bon, que vous aussi, Gérard On y Miller? reviendra Bien demain, sûr. mais on y est Comment ça, on y d'accord. reviendra demain? Non, je veux dire, ça ne finit plus, on peut plus. C'est vrai que dis donc. Ouais. Ah ben, ça veut dire que les régionales commencent aujourd'hui déjà, alors. Ils pensent déjà aux prochaines régionales. Mais c'est fou. Mais c'est un travail de fou. Moi, plus je vais, plus je suis frappé par le travail qu'effectuent les hommes politiques. Vous-même, Pierre, vous ne pensez pas un jour être candidat à une élection? Parce que quand même, depuis, franchement. Il serait élu tout de suite. Ah ben oui, Pierre. Ah oui, Ah, oui, Pierre, oui. il se fait- dans les meetings, j'imagine Immédiatement. un peu, il aurait le sens du bah là, discours. bien sûr. Ah, mais c'est une carrière ratée de ce point Les de gens vue-là, diraient, Pierre. vous avez vu le dernier spectacle de Bénichou? Ah non. Mais si, Pierre, tu as une Tu es grande trop carrière. fainéant, c'est ça le problème. Sinon, Devant sinon toi. tu. Mais tout arrêtez le avec monde- ça, il déteste qu'on lui dise qu'il est paresseux, tout, Pierre. tout le monde. Oui, mais il déteste, mais Les c'est vrai. patrons, c'est pas pareil. Et Il donne des ordres, lui. Non, Ouais. mais- Il gère. Oh non, ne crois pas ça, un patron, ça travaille aussi. Ça travaille vachement, ça a du talent et ça travaille beaucoup. Tais-toi, on va être viré sans ça. Bon, allez, une autre petite question, un peu de Allez. musique. Vous voulez un peu de musique? Oh, Ah, j'adorerais un peu de musique, moi. Liane Folie, c'est son nouveau Oh. titre. Reviens à moi sur son nouvel album. Pourquoi? Oh, Pierre. Ah, je suis fou de Yann Folie, Ah moi. bon, alors, Ah, je la trouve d'abord une bonne chanteuse, et ensuite, j'ai été parmi les privilégiés qui ont, en privé,
assisté à ses imitations, entendu ses premières imitations de gens, et on disait, mais elle est formidable, comme toujours dans ces cas-là. On disait, oh, mais il y a des professionnels qui sont tellement meilleurs. Et c'est pas vrai, parce elle l'a fait en professionnel, et elle est en train de tout casser avec son spectacle d'imitation. Alors n'essayez pas de me fâcher avec Yann Folly, c'est mon amour. Mais est-ce que j'essaie de... Oui, je sais, j'en ai marre, déjà avec Stevie tout à l'heure, est-ce que vous avez... maintenant avec Yann Folly, j'en ai marre. Vous avez une tête de Manoukian? Non, bon, bah alors... Non mais c'est vous, Pierre, qui nous induisez en erreur. C'était Manoukian, son mec de la Une. Oui, Manoukian. bien sûr. De la Une. Pas possible qu'il ait écrit des horreurs sur elle. Oui. Et moi qui ai fait copain avec lui l'autre jour. Ah oui. Mais j'aurais cassé la gueule, surtout qu'il est beaucoup plus petit que moi. C'est elle qui a écrit des trucs avec des détails sur la façon dont les pipes, non mais, les trucs comme ça, c'est honteux, ça. Ah ouais. Ah non, mais c'est honteux, remarque. T'imagines si on envoyait Bénichou auprès des perroquets? Pierre Bénichou, Gérard Miller, Isabelle Motro, Philippe Alfonsus, Stevie Boulet. D'autres questions sur l'actualité. Ah, c'est à l'occasion d'une manifestation qu'on peut rappeler qu'il y a maintenant, oh là là, allez, 1873, ça fait combien jusqu'à maintenant? Ça nous fait facilement au moins. 135 ans. 135 ans, bravo Pierre. Vous êtes le meilleur mathématicien de cette émission. Pas mathématicien, j'ai un peu de calcul mental, un peu de facilité Oui, surtout pour ça ne fait calcul pas mental 135 ans, mais c'est intéressant. On est Ça pas fait lourd. 135 ans. 125, non? 135. 73, c'était 70. Ça ferait 130 plus 8, Ouais, t'arrêtes, 138, t'arrêtes. moins 2, 135 ans, ça fait- 136. Mais non, on peut pas être Ils sont 36, on est chiants pas en ces neuf. deux-là, c'est pas vrai, attends. En 73, On s'en fout, ça un fait an. C'est bien 35 ans. 135 ans, Gérard. 136. 73 ans, 173 et Non, 30, mais- ça fait 2003, et 5, ça fait 2008. Ah là là. Qu'est-ce que ça veut Et dire alors, qu'est-ce qui se Abrégeons. passait Mais alors? quoi, calcul. J'en mets un peu plus. Vous êtes planté en fait, hein, Gérard. Mais bien sûr qu'il Et s'est vous êtes planté. d'aussi mauvaise foi que Pierre Bénichou maintenant. Pas du tout. Ça, c'est bon. C'est comme les perroquets, ça se croit. 1873. Oui. Oui. Je prends ma calculette. Que répond ma machine? Elle répond 136. Mais non, pas possible. C'est pas possible. Pas possible, il faudrait que ça soit en Écoute, la machine répond de la 136. machine, réponds, regarde là. Mais occupe-toi de ta tête un peu, le mec. Tu as fait une erreur, reconnais-le, ça n'est pas grave. Ah non, mais il me tue. Je peux lui mettre de gifle. Si la machine n'avait pas Oui, répondu oui, oui. 136, Oh pardon, non, je peux pas intervenir. j'aurais reconnu mon Mais pourquoi erreur. t'as une voix de tête tout d'un coup comme ça, pas Parce que ça normalement. m'adore de... Ça m'adore. Ça m'adore. Il adore. Bon, du temps 1873. Voilà, oui, Mais Qu'est-ce qui s'est 135 passé ans, tout le monde le sait, Pierre, c'est ridicule. Il voulait vous faire marcher, Pierre. Depuis le Ah, début. bah, il m'a bien fait marcher. Bon hein. alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a Il est 135 vache ans quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est né ce jour-là grâce à un bouchon de champagne et quelques plumes? Un bouchon de champagne. Le badminton. La question est Le bien. badminton! Excellente réponse de Stevie. Wow! Alors là... Mais comment vous savez ça, vous? Ah, je suis fier. Parce que l'autre jour, je faisais des recherches sur le badminton et la date. Faites des recherches. Mais oui, non, mais Et voilà, écoutez, mais hein, tu sais, quand, il fait c'est- des recherches sur le mais badminton. oui, quand je m'emmerde, je vais sur internet et j'apprends tout ce que je ne sais pas. Bah voilà, Et bah, ça, tu vois, c'est ça, vrai, c'est- non, mais- donc. Non, mais quitte à faire des On recherches. a bien fait d'inventer Internet. Non, mais quitte à faire des recherches, fais Les des recherches. Américains, d'ailleurs, Fais des en recherches sur le cancer, 1960. des recherches sur le, Et sur, le sur, cancer. sur l'aviation, Pourquoi mais sur le badminton, badminton. Stevie? Pourquoi Mais ce que Parce je que tu rien, peux je te voulais pris à savoir, dépourvu. j'aime bien. Si tu tombes sur un Comme interro- j'ai cherché des trucs sur le Mais polo, bien comme sûr, sur t'as le un golf, comme interrogatoire sur- sur le badminton demain à l'université, Je t'es me permets emmerdé. de vous faire remarquer que ça lui a permis de donner une De bonne bonnes réponse. exactement. Voilà. Bah, tu vois, Et comme c'est quoi, pas alors. d'épater tout le monde Mais voilà, aujourd'hui. exactement. Excusez-moi. Bravo, Mais Stevie. ces recherches, tu les fais dans l'ordre ou dans le désordre absolu? Il en comme est ça à B. non, Il en mais- est à B. Il en est à B. Oui. Non, Bah, faites très attention quand même. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'à vos âges, j'en saurais 3 fois plus que vous. C'est vrai parce qu'il fallait voir vos têtes quand j'ai posé cette question. Ah oui, sûr. La tête d'Alfonsi, la tête de Motro, la tête de Miller et de Bénichou, des plumes, un bouchon de champagne. mais oui. Et le petit Stevie, là. le petit Stevie, elle est hein. Badminton. Voilà. Ah, Bénichou, c'est pas vous qui m'auriez répondu badminton. Non, c'est vrai, moi j'ai fait mes recherches sur le hockey sur gazon. c'est vrai.
Il aurait déjà J'ai enquêté. J'ai fait des recherches sur tout, sauf j'ai fait l'impasse sur le badminton. Ah, ben voilà. Ah là là. Ah, c'est Un bien beau ma jour chance. de 1873. Il y a donc Exactement 135 ans. des quand même, officiers Pierre. britanniques de retour des Indes se sont réunis au château de Badminton, près de Gloucester, dans une propriété coquette du duc de Beaufort. Ces gentlemen se sont pris d'envie de jouer au Puna. Le Puna, c'était une sorte de tennis local pratiqué avec une balle recouverte de duvet aggloméré, qui n'avait absolument rien à voir avec le badminton. Rien à Il y avait voir. même un filet. Ils ont installé un filet, mais ils n'ont pas trouvé de balle. Pas de balle de Puna pour jouer une partie. L'un d'eux a alors l'idée lumineuse d'utiliser un bouchon de champagne, et pour bien faire, quelques plumes furent plantées dans le bouchon de champagne pour improviser ce nouveau projectile. Bah oui, c'est vrai. Et c'est ainsi que le badminton était né. En tout cas, si je vous en parle, c'est parce que c'est les championnats d'Europe de badminton cette semaine au Danemark, et que nous avons une Française qui s'appelle Ong Young Pi, qui est tête de série. Bon, elle a des origines asiatiques, vous l'aurez compris, mais il n'empêche que... Pas asiatique, Ah bon? chinoise. Parce que comme vous le savez, toutes les championnes de France, de l'équipe de France, il y avait 2 ou 3 chinoises. Et de ping-pong. Les Chinois, c'est pas asiatique. Non, mais non, d'accord. Ça, Non, c'est mais comme non, tout mais à non. l'heure, les années 60, non, 65. Alors, tu précises. Non, je précise, je veux Ah oui, dire. mais enfin, me dites pas asiatique. Chinois, c'est quoi? C'est chinois. Asiatique. C'est parce que je n'étais pas sûr qu'elle fût chinoise Moi non que plus. j'ai justement dit qu'elle était asiatique, vous voyez. Mais les Chinois sont des grands joueurs de petites balles, comme vous savez. Mais c'est vrai, le ping-pong Oui, et le badminton. Et il y a beaucoup de Chinois qui ont choisi de vivre en Occident et qui sont venus renforcer les équipes nationales un peu partout. Et surtout au tennis de table, qui est quand même plus répandu et plus spectaculaire que le badminton, il y a une sorte d'invasion chinoise à telle enseigne que les responsables du sport et de l'immigration en Chine ont interdit à leurs ressortissants de jouer sous le maillot d'une autre équipe, sous peine de ne plus rentrer dans leur pays ou que leur famille soit poursuivie. En tout cas, elle était à la 6e place mondiale, Ong Yang Pi, notre Française. C'est intéressant cet article qu'on peut trouver dans La Croix, parce qu'on nous raconte tout sur ce sport qu'on connaît pas très très bien. À mon avis, on a une chance de médaille aux Jeux Olympiques, évidemment. Christian Jean-Jean est l'entraîneur national de l'équipe de badminton. Il nous rappelle qu'il faut un terrain de 13 mètres 40 sur 6 mètres 10, séparé en deux par un filet élevé, 2 joueurs qui semblent monter sur des ressorts. On se croirait presque au tennis, sans évidemment la curieuse trajectoire du volant. L'objet a la particularité d'avancer à vive allure de façon rectiligne sur quelques mètres, avant finalement de décélérer rapidement et de retomber brutalement à la verticale. C'est toute la difficulté du badminton. Il a ce volant des propriétés aérodynamiques, et c'est ce qui fait tout le sel de ce sport. Le sport tient non pas à la raquette, non pas au terrain, non, le sport tient uniquement dans la particularité de ce volant, de ce bouchon de champagne finalement, avec des plumes autour au départ. Et alors, on nous explique que si on n'a pas commencé à jouer avant 12 ans, on ne peut pas avoir la vitesse de réaction pour pratiquer convenablement ce sport à haut niveau. Vous vous rendez compte? Au Danemark, les projectiles utilisés sont construits à partir d'un bouchon de liège sur lequel sont plantées 16 plumes d'oie, ou plus rarement de canard. Voilà. Ce qui doit être marrant, c'est avec des plumes d'autruche. Pourquoi? C'est très... Mais oui, c'est sûr. Pourquoi joli, pas des non plumes de pan aussi, tant de tirer pour le volant? oui, des plumes Et de à combien va le volant, à votre avis? À combien va le volant? 35 km/h. Ah, n'importe quoi. 135 km/h. N'importe Non, quoi. mais non. Oh. 300 km/h en moyenne. Waouh. Non, c'est pas possible. Mais puisque je vous le dis, en moyenne 300 Mais c'est des km/h. plumes de quoi? En sortie de raquette pour arriver à 120 km/h de l'autre côté du filet. C'est-à-dire quand il part, il fait 300 km/h. Quand il arrive, il fait 120 km/h. C'est ce que nous précise l'entraîneur de l'équipe de badminton. Ah oui, c'est donc moins vite que le tennis. Parce que le tennis, on calcule au moment où ça tombe. Non mais c'est intéressant toutes ces petites. Bien sûr, non, mais c'est on va vrai. retenir Au ça. tennis, on sait que c'est 230 ou 240, je sais pas maintenant, le service. C'est 240 km/h, tout compris. Donc c'est du point de départ C'est au au point moment d'arrivée. d'arrivée, tu dis. Oui, au point d'arrivée, c'est là qu'on Ouais. calcule. Tandis que au badminton, ça part à 300, mais ça arrive à 100, donc c'est un peu moins. Il y a un record en la matière qui appartient au Chinois Fu, qui lui a lancé son volant, son projectile, chronométré à 351
km/h quand même. C'est quand même au départ de la balle qu'on chronomètre. Au tennis aussi, c'est pas l'arrivée de la balle. C'est au départ qu'on chronomètre. En es-tu sûr? Ah oui, j'en suis sûr. Ouais. Ah bon, Ouais, oui, parce que c'est la force du tennisman qui fait la différence. C'est pas au moment où la balle arrive, c'est au moment où elle part. C'est la vitesse de la balle. Oui, c'est la vitesse de la balle. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une bonne question à savoir, ça. Est-ce que c'est Où est-ce qu'on chronomètre au tennis? On va appeler Richard Gasquet, il est tout le temps pendu à son téléphone, il devrait décrocher. Il fait que ça en ce moment. Envoyez-lui un texto, il va nous répondre. Non, c'est vrai, appelons un spécialiste du tennis. Ou Nelson Montfort, tiens, appelons Nelson Montfort. Nelson Montfort. Lui, il va nous le dire dans toutes les langues en plus. Yes, I think, je crois. Je vais regarder ce week-end. Tiens, on demandera tout à l'heure à Roger Isabelle sur quelle chaîne. Ça doit pas être tellement diffusé à la télévision, cette affaire-là. Sur Eurosport. Sur Eurosport, il me semble on voit que le badminton. Il me semble. Parce qu'il doit pas être facile à voir, le volant à 300 km/h quand même. Ouais. Des plumes d'autruche, ça serait quand même mieux, ça se verrait bien, ça serait joli. Le champion aguerri, celui qui reçoit, qui attend le service de l'autre, doit regarder le bras de son adversaire, sa main, la tête de la raquette de son adversaire pour prévoir la zone où le volant a de bonnes chances de se diriger. Faut pas croire qu'il y a des calculs à faire dans sa tête à grande vitesse pour essayer de savoir où le volant va peut-être pouvoir tomber. On commence seulement à bouger dès que le projectile quitte la raquette de son vis-à-vis. J'y crois à moitié à ça. Parce Ah que quand on dit il faut calculer, ça, c'est tellement vite qu'on ne sait pas si c'est du calcul ou si c'est de l'instinct. T'as un mouvement en même temps que l'autre. Mais tu crois pas qu'il y a un instinct, c'est justement On a du Nelson calcul Montfort au rapide. téléphone. Bonjour Nelson. Ah. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous. Grosse question autour de cette table, Nelson. Quand on nous montre à l'écran pendant un match de tennis la vitesse à laquelle la balle a été frappée, et parfois elle va jusqu'à combien la vitesse d'une balle de tennis? 240 à l'heure. Alors, est-ce que c'est la vitesse de la balle quand elle arrive ou quand elle part? C'est la vitesse de la balle quand elle part suite à un service, soit de l'américain Andy Roddick, soit, tenez-vous bien, quasiment de l'américaine Venus Williams. Vous voyez, Pierre Bénichou, j'ai pas toujours raison sur le Poitou-Charentes, mais sur le tennis... C'est vrai, c'est donc la vitesse de départ. C'est la vitesse de départ. Il vient de vous le dire. Forcément, Non, mais sans être un grand physicien comme Bénichou, la balle va forcément un petit peu moins vite à l'arrivée qu'au départ. Merci beaucoup, mon cher. You are not kind to me, my dear. Je vous adore, Nelson. Pierre, vous le savez bien. I love you, Pierre, you know that. Peter Bénichou, I love you. C'est par esprit d'escalier qu'on s'est mis à parler tennis, mais au départ on parlait en fait de badminton. Vous commentez aussi le badminton, Nelson? Disons que je ne suis pas journaliste à plein temps de badminton. Vous êtes un chanceux. Ce qui est intéressant dans ce sport, c'est qu'il y a une joueuse coréenne qui s'appelle P.I. Française, monsieur. Qui est un nom à jeu de mots, je vous laisse vous régaler avec ça, qui s'était fait naturaliser française spécialement pour participer aux Jeux d'Athènes, éliminée au premier tour, P. 3 petits tours et Pi s'en va. Mais elle sera à Pékin? Elle sera à Pékin, absolument, puisqu'elle portera de nouveau haut nos couleurs, en espérant passer peut-être un deuxième tour cette fois-ci. Vous savez, c'est amusant parce que ça met un peu en cause cette politique de naturalisation pour obtenir des médailles qu'on peut diversement apprécier. Et alors, il paraît que la Chine a protesté contre cette naturalisation. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous savez combien il y a de sportifs chinois qui seraient susceptibles de participer aux Jeux Olympiques de Pékin? 96 000. C'est incroyable. Qui ont fait les minima olympiques. C'est-à-dire que si, bon, c'est seulement 3 par épreuve, comme vous le savez, il y a 5 millions de sportifs chinois qui pourraient participer aux Jeux. C'est pas loin. Oh, on est foutu, hein. Quand je te dis qu'on est foutu, mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous parlez chinois, Nelson? Bien sûr. Non, non, là, vous savez, c'est le encore, il a mandarin. dit. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30 000 caractères. Là, il me faudrait quand même un petit peu de temps. Mais alors, comment vous allez faire à Pékin? Je parlerai tibétain. Merci pour vos réponses. On applaudit Nelson Montfort. Bravo. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Que
Que vient-il d'arriver à l'évêque d'Angoulême? C'est la question d'actualité suivante. Ah ouais, vous êtes plus fort sur le bouchon de champagne avec des plumes. Une mésaventure. Un évêque avec des plumes, ça marche moins Il y a bien. eu une érection. Bah, je sais pas. Normalement, ils ont pas le droit de remarquez, juger. écoutez, Oh, peut-être. avec toutes tes Vous voulez que je vous dise peut-être. Non, non, tu peux tout dire, mais pas sur l'église. Il s'est branlé sur l'autel. Oh, bah, Non, mais ça va Non, pas, non, 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 ça, écoute. Non, mais une érection. Il s'est trouvé. Une érection, non, mais au sens. On lui a fait une érection d'une statue. Non, Il a mais une apparition. au il a... sens figuré du terme, Stevie n'a pas totalement tort, finalement. Au sens Est-ce qu'il figuré lui du est terme. arrivé quelque chose de miraculeux, un De miracle? miraculeux, non, mais de positif, de bien, et je prends ça comme positif, une érection. Hein. Je bande pour le ciel, il a dit. Non, enfin. Non, mais Stevie, Il a gagné quelque chose? Oui, voilà, on peut dire il ça. a gagné quelque Voilà, chose. voilà. Est-ce qu'il a gagné un jeu? Gagner un jeu. C'est pas un jeu. Il a gagné un concours. Qui veut gagner des goupillons, qui veut Un pari de Pascal, peut-être. un Oui. concours. Il a gagné un concours. pari. C'est en quelque sorte un concours au sens large du terme. Enfin, Les plus grosses mais c'est testicules. plus- oh, mais faut- Comme il a jamais joui, il doit y en avoir. Bien Qu'est-ce tombant, qu'il a bien lourd. Enfin, il est fou, il est devenu Pierre. Allez, allez, allez. Ah non, mais Qu'est-ce c'est qui est arrivé à Stevie? Il est tombé dans un bénitier, c'est pas possible, Demain, ça. j'allais me faire confesser parce que là, quand même, j'ai fait. Non, non, fort. non, non, mais vire-moi ce mec-là. quand Ah même. ouais, je blasphème. Non, mais en plus, il est toujours vivant, monseigneur d'Agens. Il peut bien te casser la en gueule. plus. Mais bien sûr qu'il est toujours vivant. Et il y a. Non, mais enfin, écoutez, là, j'ai. Ça n'a rien à voir avec les histoires. Demandez pardon. Demandez pardon. Non, mais j'irai à l'église demain me faire pardonner. Bon. Non, Très non, bien. non, mais directement. Dis-moi, dites-moi, cher. Il y a Roquier. le curé qui attendra. Viens, mon petit Stevie, viens te faire pardonner. Non, justement, ça n'a rien. Tu sais, Viens dans la tu sais pourquoi sacristie. j'ai une. Tu sais pourquoi j'ai une raie sur le côté? Tu diras rien à papa. Hein. C'est ça. On n'est pas aux États-Unis quand même. Non, mais ça n'a rien à voir avec toutes ces affaires dont on. Mais pas du tout, c'est un homme très on bien, accuse. Il a dont été on nommé accuse à tort. quelque part. Mais oui, voilà, bravo, il a été nommé. mieux que nommé. Il a été, comment on dit Élu. Élu. Cardinal. Il a été hissé, comme on dit, à la dignité de cardinal. À la tête du diocèse. Non, il est toujours évêque. Mais c'est le pape lui-même qui. Non, ah là 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 là. Si vous aviez lu Ah, Le meilleur évêque de France. non, si Allez. vous aviez lu les journaux aujourd'hui. Vaut le détour. Vaut le détour. Est-ce qu'il a été Il élu a par eu 2 des étoiles gens- au Michelin. Non. Non, écoutez, vous allez me sortir aussi qu'il a nettoyé l'évêché du sol au plafond. Non, écoutez, franchement, Est-ce qu'il a été élu par des gens qui ont voté? oui, Gérard Voilà. Miller. Et qui ont Ah, mis il un- a fait la plus belle vierge. Il est sculpteur, non? Non, non, non. Il Non, sculpte pour les églises, les Non, machins. Stevie, écoutez, vraiment. Stevie, je suis pas d'accord, mais là, tu es choquant. belle vierge. Est-ce que c'était un Bah, résultat? la Vierge Marie, enfin, vous êtes sonné. Est-ce qu'il C'est a vous qui été- avez les idées mal placées, mon Philippe Alfonsi. Est-ce qu'il Excusez-moi. a été élu par les gens de sa paroisse? Non, pas du tout. Par, Il s'est présenté aux élections, il a été élu. Il a obtenu, je vais vous aider parce que là vraiment j'ai Par des tellement chrétiens honte pour vous, tellement honte. Il Ah a oui. obtenu 18 voix contre 2. À l'Académie française. Élu à l'Académie française. Bonne réponse de Gérard Miller. Gérard Miller, il ferme sa gueule, mais à la fin, voilà. Mais pourtant, je croyais que c'était Ah, c'est le vrai nom de l'évêque d'Angoulême, c'est Jean-Loup Dabadi, c'est bien ça? Jean-Loup Dabadi a été élu à l'Académie française la semaine dernière, mais je vous signale qu'il y avait encore 6 fauteuils puisqu'il y en avait 7 oui, avant c'est que Jean-Loup vrai. Dabadi Je soit croyais que élu. c'était le même, parce que 6 fauteuils de aussi, vacants encore. la chanson que de Jean-Loup Ça meurt Dabadi, beaucoup. nous irons tous au paradis, j'ai cru que c'était l'évêque d'Angoulême qui avait fait Monseigneur ça. Claude d'Agens, évêque d'Angoulême, a été élu sans surprise hier à l'Académie Il a française. écrit quoi Au premier tour de scrutin, au fauteuil de l'historien René Raymond. Il a obtenu 18 voix contre 2 à l'écrivain Christian Dedé, qui était donc son adversaire dans cette course à l'immortalité. Depuis la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger en août 2007, il n'y avait plus d'hommes d'église parmi les immortels. Ce sera Alors donc- qu'il y en a eu jusqu'à 23, je crois, à une époque à l'Académie 23 française. curés. Il a 67 ans, l'évêque d'Angoulême, il a Claude écrit d'Agens. quoi Et il est l'auteur de la lettre aux catholiques, une réflexion sur la place de l'Église dans la société contemporaine. Et quoi d'autre? Ah bah attends. Oh bah quoi d'autre, quoi d'autre Tu plaisantes, c'est pas seulement des écrivains qui sont élus. Tu as eu des militaires qui n'avaient sans doute Bien pas sûr. écrit une ligne. Tu as eu des ecclésiastiques, c'est pas seulement des écrivains. Alors maintenant, vous demandez à Monseigneur d'Agens, évêque d'Angoulême, vous lui demandez de vos Ah oui, excuses. toutes mes confuses, alors là, je vous Non, présente. vous le faites Mais bien. rien Stevie. dit. Ah non, Mais non, mais confuses. c'est pas lui que je dois présenter mes excuses, c'est à Dieu.
Voilà. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays. Non, mais ce qui est formidable, de mes amours. ça, tu vas prétendre. Adieu, cigalons et cigales dans les grands prés. Et là- Chante toujours la li, la li, Mon la petit li. Pierre, tu vas prétendre que c'est pas exactement ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques lorsque tout d'un coup, le mec se met à... Mais c'est toi qui pètes Mais un oui, plomb avec c'est tes la hôpitaux. totale. Et puisque Jean-Loup Dabadi a été élu la semaine Sonner, dernière, alors. écoutons une chanson écrite par Jean-Loup Dabadi pour Michel Polnareff. On ira tous au paradis, moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, et moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins, on ira tous au paradis. Allez, on attend une question avant le flash de 17h. Je vais vous parler de Poncolo, de Niocolo et de Miocolo. De qui s'agit-il exactement? Alors, Poncolo et Niocolo sont dans un bateau. Non, il y a Miocolo aussi. Ce sont des triplés, autant vous dire. Bah oui. C'est des Africains. Des triplés africains, c'est-à-dire. Ce sont des Africains, ce sont des non-africains. Écoutez, ils sont pas africains. Non. Ce sont des êtres humains. Alors, humains, non. Mais des Ce êtres sont des vivants. animaux. Des animaux. Ah ben les animaux, c'est des êtres humains quand même. Alors c'est vrai qu'ils sont d'origine africaine, hein, mais là ils sont nés en France. Ce sont Est-ce des qu'ils lions. sont nés dans un zoo et Voilà. ils se Non, sont c'est des reproduits? lions. On peut même vous dire où. Le À zoo de Vincennes. Thoiry. À sont Thoiry. nés. Et ils ont eu des petits. Comment Mais ça, non, ils ont non, ce sont des petits lions. eux viennent Ce de sont naître. des léopards. Des petits lionceaux. Poncolo, Niocolo et Miocolo, c'est pas des prénoms de léopard, Non. ça. Non, ça fait pas Des léopard. singes. Ce sont des singes. Des C'est singes. pas des prénoms de singes non plus. Puis, franchement, on nous ferait pas un papier. panthères. Écoutez bien, Des on nous ferait pandas. pas un papier dans la presse pour Non. nous dire qu'il y a des bébés singes qui seraient nés à Mais ce sont des Thoiry. bébés Les pandas ours, sont pas en évidemment. Afrique, Des bébés ours non Éléphants. plus. Non, parce que Poncolo, Niocolo et Miocolo, c'est pas des pareil, c'est pas des prénoms d'ours, ça. Alors Ils viennent- des ils éléphants. viennent d'Afrique, hein, Ils ont des d'accord. éléphants. Mais ils viennent pas d'Afrique Non, puisqu'ils non, sont mais nés je à veux dire, Thoiry. ils sont d'origine D'origine africaine.
Ce sont des éléphants d'origine africaine. Est-ce qu'ils ont des papiers? Est-ce qu'ils ont des papiers? Où est-ce qu'ils vont Tyrannosaures. être Des quoi? Tyrannosaure. Ah là, ça mériterait la une du journal, vous voyez, alors, carrément. Ah bah qu'est-ce qu'il y a comme bestiole encore? Il y a plein d'autres bestioles. Je sais Est-ce pas que moi. ce sont Des des... zèbres. Non, on nous le dit seulement maintenant, alors qu'ils sont nés le 9 mars. Mais vous vous oui. rendez compte un Est-ce peu que ce sont des animaux C'est incroyable. euh, À propos de zèbre, tu connais le zèbre qui arrive à Thoiry comme ça, et il y a tous les autres chevaux qui se marrent. Alors il dit mais pourquoi vous riez? Il dit mais parce que t'as gardé ton pyjama. Est-ce qu'ils ont 4 pattes? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Tu vois Il y a- ça, si on supprime les écoles maternelles, là, on est c'est en une histoire qu'on maternelle, pourra mec. pas raconter. On reste en maternelle toute sa vie. Mais Pierre, je vous ai déjà entendu raconter des histoires drôles, et même très drôles dans cette émission. Mais les deux que vous nous avez racontées là, je crois que c'est peut-être les plus almanach Vermeaux que vous nous avez jamais Eh ben, racontées. écoutez, c'était l'histoire préférée de Marguerite Duras qui, à la fin de sa vie, Ah oui, ah bah voilà. ayant perdu un peu ayant pas vieille, perdu la boule, répétant, elle me dit, oh, j'en ai une formidable. Et elle me racontait, en mourant de rire, alors il y a un zèbre qui arrive, et les copains, enfin, c'est ça. Il faut vraiment que les intellectuels s'emmerdent dans la vie pour trouver ces Mais histoires. oui, il n'y a pas meilleur public pour les histoires idiotes que les gens très intelligents. Poncolo, Ouais, Niocolo. Poncolo. Est-ce qu'ils ont 4 pattes? Oui, 4 pattes chacun. Mais Est-ce que ce sont des... Est-ce qu'ils vivent dans l'eau? Non. C'est des hyènes. Des rhinocéros? Pas des hyènes. C'est des loups. Non. C'est des renards. Non. Des chacals. Des lionceaux. Non. Des chacals. Ils mangent de temps en temps de la viande, mais ils mangent aussi Ah des, oui, ils sont omnivores, des ils mangent des hommes. graines, de l'herbe, des fruits, des racines. Des biloutes? Ah non, ça c'est pas ça. Des c'est lions. ça? Ah Des non. lions, non? Des lions, des Ça tigres, ressemble à la jaguars. hyène, c'est à peu près la taille d'une hyène. C'est à peu près la taille d'une hyène. Et si vous aviez vu le roi lion, je vais vous aider. Peut-être ça vous aiderait. Ah, c'est... C'est pas des comment, hyènes, comment ils s'appellent les deux Un petits babouin? là qui sont à Un côté? babouin, non. Mais non. C'est des... Ah bah, moi. Il y a... Moi, j'ai- Pierre n'a pas vu le roi lion? Mais moi, je l'ai vu. Non, Moi je vais, aussi. il est à quelle heure il est passé? C'est pas. Une panthère. Non, mais je vais C'est peut-être le voir celui tout à l'heure. qui est... Je vois très bien. Panthère. Et j'aurais dit que C'est pas un c'était... tapir, mais c'est... C'est pas un tapir. Des lionceaux? Non. Non. Non, ça mange les cadavres? Comme les... Non, non, pas les Comme les cadavres. Non, c'est plutôt sympathique comme gueule. Hein. C'est le cousin africain d'un animal plutôt domestique chez nous, en fait. Du sanglier Des loups. là. Ce sont comment des ça loups. s'appelle pas Des le facochères. Facochère, la bonne réponse est venue de Voilà. Philippe Alfonsi. Bonne réponse. Mais facochère. Sympathique, ça a une drôle de gueule, le facochère. Facochère, ça c'est un mange animal pas qui de n'existe viande. pas. J'ai jamais vu facochère. Ça n'existe pas. Bah, regardez la Mais gueule de enfin. Poncolo, Niocolo et Miocolo qui sont là dans le journal, alors. Et ça mange... Pierre, les Voilà. facochères. Moi, Philippe les- Niocolo, on l'appelle les to be free d'ailleurs. Oh là là, ils sont atroces. Oh là Ça là, mange de la on dirait viande. des êtres hybrides. Facochères. On dirait des hybrides, c'est affreux. Non, moi, l'animal qui me fait le plus peur, je peux vous dire lequel c'est. Jean Daniel. C'est le chat. On ne plaisante pas avec le nouvel observateur. c'est drôle. C'est le chat sauvage. Ah oui. Regarde s'il y a des bêtes. Le sphinx. Chat sauvage, dire Dick Rivers. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Gérard Miller et Isabelle Motro. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Ah, on va parler un peu football, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais vous allez voir, pas seulement football, puisque les joueurs de foot de la première division espagnole, du club de Levante, c'est à Valence, le club de foot de Levante, Ouais. vont faire quelque chose de très particulier les 26 et 27 avril prochains. Quoi donc? Ils vont pas jouer au foot. C'est vrai, ils vont pas jouer au foot. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de caritatif? Non. Pour quelle en quelque sorte, oui. Pour quelle aussi. raison? Parce qu'ils viennent de gagner la Coupe d'Espagne. Non, pas du tout. Oh non, Ils ils vont sont faire, plutôt mal en point. Non, mais dans la le- Coupe, ils viennent de gagner, Valence. Oh, mais attention, Pierre Bénichou, contrairement à Paris qui risque de ne plus avoir de club en première division l'année prochaine si le PSG redescend parce qu'on a qu'un club de foot, c'est qu'en Espagne, en Angleterre et en Italie, il y a parfois plusieurs clubs de foot par grande ville et il ne s'agit justement pas du football club de Valence ou du premier club de Valence qu'on connaît, mais d'un autre club qui est à Valence aussi et qui est le club de Levante. Pierre. Ah, Levante, oui. Ils vont faire du foot sur la plage. Est-ce que c'est justement lié au fait qu'ils n'ont pas eu de bons résultats? Tout ça doit forcément être lié, évidemment, puisqu'ils sont derniers du championnat. Ah bah oui. Pour l'instant, Oh là ils là. vont relégables. Ils vont faire une thalasso. Ils vont pas du tout jouer au foot. Non. C'est pas un match pour rire Non, non. où ils Ils seraient vont pas travestis. jouer au foot, ça c'est vrai. Mais pourquoi? Ils vont faire Ils vont une manif. enregistrer Valencia. Ils vont faire une manifestation. Valencia.
Et c'est une manifestation qui vont, ils vont chanter. J'aime bien cette chanson. J'adore. oui, Oh, bien moi, sûr. je danse comme une folle quand j'entends ça. Vous pouvez me la faire en vrai, juste pour moi, Pierre, juste pour moi. Les autres n'écoutent pas. Non, Valencia. Il a demandé en vrai. C'est drôle. Bon, allez. Alors, les footballeurs de Levante, première division espagnole, ont annoncé que le 26 et le 27 avril... Donc ils vont faire, c'est une manifestation. Ils vont faire une procession religieuse. Non. Ils vont faire une quête. Alors ça, ils pourraient. Parce que si ça Ils va vont mal. mettre en vente quelque chose qui est à eux. Ils vont Ils ont travailler. plus d'argent. Ils vont faire quelque chose qui rapportera de Ils l'argent. vont pas travailler. Et ça rapportera de l'argent. Justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient dans le Ils vont stade et ils prendre des jouent pas. congés. Non. Ils font grève. Ils font grève. Ah, Bonne réponse d'Isabelle Motro. Ils Grève parce font qu'ils ont mal joué. grève. Ah, parce qu'ils sont pas payés. Parce qu'ils ne sont pas payés. Ils réclament le versement de leur salaire. Ils seront en grève les 26 et 27 avril. La grève a été adoptée à l'unanimité des joueurs. Levante est aussi mal au point sportivement qu'économiquement. Le club est criblé de dettes. Et d'ailleurs, s'ils ne soldent pas leurs dettes au plus tard le 30 juin prochain, non seulement mathématiquement et sportivement, ils descendent en 2e division, mais financièrement, ils sont même relégables en 3e division. Voilà pour ce club qui n'est donc pas le club que vous connaissez de Valence, qui lui a peut-être gagné la Coupe d'Espagne, cher Pierre, mais là il s'agit d'un autre club de Valence. Peut-être il l'a peut-être gagné, comme tout ce que j'affirme, une chance sur deux, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire, Pierre? Non, j'en ai marre quand même. Encore que Alors je suis bon que pour vous chanter une chanson que vous aimez les soirs de fête. Et puis chaque fois que je donne une information importante, peut-être. C'est vrai que je vous aime bien dans Valencia. Allez, on quitte l'Espagne pour l'Italie et Silvio Berlusconi, puisque Philippe Alfonsi s'est intéressé un peu au cas de ce milliardaire italien qui gagne pour la 3e fois des élections nationales. Oui, et là on peut commencer à se poser des questions sur nos amis italiens. Pour la 3e fois, ils rappellent sans doute l'homme le plus malhonnête, à la fois le plus séduisant aussi, peut-être de tous, toute cette camarilla politique. Je signale au passage d'ailleurs que la première personne qui a appelé Monsieur Berlusconi pour le féliciter, c'est notre président Sarkozy, suivi immédiatement par Fillon et suivi immédiatement par Bush, avec qui a dit Monsieur Berlusconi: j'ai passé un long moment au téléphone. À croire qu'avec les deux autres, il a liquidé l'affaire. Bon, le fait que ce type soit élu pour la 3e fois est un véritable problème. D'abord, il est élu avec quoi? Il est élu toujours avec la même coalition, la Ligue du Nord et un parti néofasciste. Bon, et avec ça fait 3 fois qu'ils arrivent à passer la barre des élections. La première fois que c'est arrivé, on s'est dit bon, ça c'est une espèce de cas de figure impossible en Europe. Pour la première fois depuis la guerre, un parti fasciste arrive au pouvoir. Bon, il faut dire aussi que c'était quelque part un tout petit peu une espèce de coup d'État médiatique, parce qu'il faut rappeler que Monsieur Berlusconi, et ça c'est une grande première aussi quand même, ce Monsieur Berlusconi a pratiquement toutes les chaînes de télévision d'Italie, la presse, une grande partie de la presse, et la plus importante maison d'édition. Et c'est vrai qu'avec ça, il a réussi à faire une espèce de coup d'État médiatique et à faire passer cette extrême droite au pouvoir avec lui. Mais une chose tout à fait étonnante, c'est quelques mois après l'élection, Monsieur Bozzi, qui est le patron de la Ligue du Nord, s'est déchaîné contre lui et il a dû démissionner et il est parti. Et je vais vous lire, et là je crois qu'on a fait le portrait du personnage rien qu'en disant ce qu'a dit son partenaire quelques mois après avoir passé quelques temps avec le gouvernement. Voilà ce que dit donc Monsieur Umberto Bozzi. Berlusconi est l'homme de la mafia. Il a à peu près une dizaine de procès au cul sur ce thème-là. Berlusconi est l'homme de la mafia. C'est un parlemitain qui parle en dialecte milanais, un parlemitain né au mauvais endroit. Je vous rappelle que les gens du Nord, n'est-ce pas, sont très très racistes vis-à-vis des gens du Sud. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Berlusconi du Sud? Et il est né au mauvais endroit et il est en mission pour attaquer le Nord. La société Fininvest est le fruit de la Cosa Nostra. Il y a des différences entre nous et Berlusconi. Lui, malheureusement, c'est un mafieux. Et il ajoute: vous croyez vraiment que quelqu'un qui possède 140 entreprises peut servir les intérêts des citoyens? Quand celui-ci se plaint, marrez-vous, cela signifie que tout va bien, qu'il n'est pas encore arrivé à mettre la main sur la caisse. Et il ajoute encore: quand la démocratie est en jeu, il pourrait venir à l'idée à certains de lui faire sauter ses installations de diffusion, parce qu'avec ses télévisions, il fait un véritable lavage de cerveau
aux gens avec les mêmes trucs qu'un vendeur de produits détachants. Et il conclut, s'il vous plaît, c'était son allié. Et c'est à nouveau son allié. Bon. Mais attention, Berlusconi, ni la mafia, ni la loge P2, il appartenait en effet à la loge P2, vous savez, la fameuse loge maçonnique mafieuse, ni l'Amérique ne réussiront à détruire notre société, et lui, à la fin, trouvera sa petite place en enfer, parce que même au purgatoire, on ne voudra pas de lui. Voilà ce que dit son allié d'aujourd'hui, celui qui l'a fait gagner pour la 3e fois. On peut se demander, avec un tel attelage, et avec en effet un certain nombre de ces accusations qui ont été vérifiées. Vous savez que la première fois qu'il s'est fait élire, justement, il a fait voter un certain nombre de lois pour se protéger. Se faire blanchir. Pour se faire blanchir. Non, pour faire qu'il y ait Il s'est fait teindre et blanchir en même temps. Oui, voilà. Il se fait teindre souvent. Blanchir, comme il blanchit aussi beaucoup d'argent, parce que c'est ce dont on l'accuse. Hein. Moi, j'ai eu entre les mains des documents extraordinaires qui sont d'ailleurs jamais sortis d'un juge qui a été d'ailleurs, comme par hasard, qui est mort dans un attentat, qui dit carrément qu'il a découvert des affaires où Berlusconi touche et lave l'argent de la mafia. L'argent de Berlusconi, c'est l'argent de la mafia, disait-il. Il est mort quelques semaines plus tard. Et il faut dire que son bras droit aussi, qui s'appelle Deruti, est actuellement en procès pour association avec la mafia. Voilà qui vient de gagner en Italie pour la 3e fois. À côté de ça, c'est un type très cultivé. Drôle. C'est un ancien chanteur de charme, là, c'est qui, quand il était jeune et que son papa n'était qu'un employé de banque, mais qui est devenu, je vous le signale, directeur de la banque en question, qui est également une banque de la mafia. Eh bien, il était chanteur de charme sur les bateaux de croisière. Et par ailleurs, c'est un grand amateur de bouquins. Figurez-vous que dans ces maisons d'édition, il édite des livres d'art absolument splendides dont il s'occupe personnellement, et il a une collection de tableaux extraordinaire. Voilà donc un personnage plein d'ombre et de lumière, mais où l'ombre, très franchement, gagne du terrain. Réaction de Pierre Bénichou, Gérard, Isabelle ou Stevie? Non, mais ce qui est terrible, c'est effectivement qu'il a été réélu. C'est-à-dire que on se dit, c'est quand même en connaissance de cause que les gens l'ont choisi. Quand on pense à d'autres invraisemblables élections, on se dit, bon, après les gens ont compris. Mais tout ce qu'il avait promis, par exemple, il ne l'a pas tenu. Et néanmoins, donc ça dit surtout la décrépitude de la gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, apparemment, en face. Pour la première fois, il n'y aura plus de communistes et de socialistes au Parlement. C'est une catastrophe pour l'Italie, qui est par ailleurs un pays, tellement cultivé, tellement beau, tellement intelligent. Non, mais franchement, je ne vois pas d'équivalent que cette élection de toute l'après-guerre en Europe. On n'ajoute rien sur l'Italie? Je pense qu'on a tout dit, malheureusement, on pleure. Voilà, oui, je crois mais qu'on les peut journalistes français, par exemple, pourquoi ils feraient pas un gros, je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Faut leur ouvrir les yeux aux Italiens. Ils savent. Ils savent, mais ils revotent comme ça quand tu vois les poubelles de Naples. Enfin, je suis parti voir quand même sur Google Earth. Les poubelles de Naples, ça a plutôt été utile à Berlusconi, puisque c'est ce qui aurait plutôt fait perdre Romano Prodi. Oui, mais les poubelles de Naples, c'est la mafia qui est responsable de ça. Ouais. Et je viens de vous raconter suffisamment comment Berlusconi est par ailleurs l'homme de la mafia et l'homme qui blanchit leur argent. Donc c'est un pays très malade. Enfin, allez voir sur Google Earth, dans les campagnes, on voit moi j'étais ici, je me suis dit, en Europe, ce n'est pas possible. C'est des allées, c'est des grandes allées de bâches noires. Il y a même, parce qu'on peut zoomer quand même de très près, dans les champs, c'est des tubes, mais tu sais, comme des tubes de métal, enfin, on sait pas ce que c'est, et tout est entassé dans les campagnes. Enfin, je veux dire, mais c'est catastrophique. L'Italie va vraiment falloir qu'elle se réveille, parce que je trouve que c'est vraiment le mauvais élève de l'Europe, en tout cas. Et en plus, pour un pays qui sort de la présidence de l'Union Européenne, je trouve ça vraiment, c'est encore pire, c'est la fève dans le pudding. C'est l'horreur. Allez, on se retrouve dans un instant, nous, pour parler sport avec Roger Isabelle. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h, sur Europe 1. Roger Isabelle, le sport du week-end. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Vous en dites du mal de mon ancien patron, dites donc. C'est vrai que t'étais ton patron. C'est vrai que vous l'avez connu, Berlusconi. Oui. Il m'a embauché en 1986 avec Christian Morin pour lancer la Cinque, la 5. Oui, vous avez été animateur de la Cinque, Roger Isabelle. Et alors, comment c'était avec Berlusconi? C'était, à l'époque, en 1986, on l'a un peu découvert en France. On ne savait pas qui il était très exactement politiquement et même dans le monde des affaires.
C'est un type assez étonnant. Hein. Nous, à la fin de la première émission, de l'enregistrement de la première émission, vous savez, cette émission, on voyait arriver le Concorde sur la scène, enfin bon, avec des spotlights énormes, avec toutes les plus grandes stars. Il y avait Sardou, Hallyday, il y avait Gainsbourg, etc. À la fin de l'enregistrement, il était 4h du matin là-bas, dans les studios à Milan. Il nous a appelé avec Christian Morin, tous les deux, dans son bureau. Alors on s'est dit, là, peut-être que c'est fini, voilà. Et il nous a dit, voilà, je viens de voir la fin de l'enregistrement, vous avez très bien travaillé, alors je double votre salaire. Et il l'a fait vraiment? Ah oui, il l'a fait vraiment. C'était des salaires énormes, non? Vous vous rendez compte, on a jusqu'à 18h pour que ça nous arrive. À l'époque, oui, c'était déjà des salaires pas mal, hein, pour la télévision d'époque. La Cinque, c'était une belle époque, ça. On se met un peu Roger Zabel en costume à paillettes, avec Christian Morin descendant le grand escalier. Avec des danseuses partout. On lui disait à Silvio, on lui disait, mais, à Berlusconi, on lui disait, mais, attendez Silvio, faut arrêter avec les danseuses, on peut plus faire un pas sans avoir une danseuse derrière nous. Et il disait, mais les Français s'habitueront. C'est très drôle. Allez, on parle sport, comme prévu. Direction Dunkerque, les championnats de France de natation. Alors là, on a évidemment les meilleurs en ce moment, hein, en France, mais là, ils vont se battre entre eux. Ah oui, on est actuellement dans l'âge d'or de la natation française et puis dans l'âge d'or des combinaisons aussi. Hein. Sauf que là se jouent les places pour Pékin, c'est-à-dire qu'ils vont se battre entre Français pour savoir qui va aller à Pékin. Voilà, il va falloir faire très attention à ne pas commettre de fautes, de faux départs ou de choses comme ça, parce que qui ne réalisera pas les minima pour Pékin n'ira pas à Pékin. Ça veut dire que qu'on soit clair, hein, même Laure Manodou ou Alain Bernard, qui sont par exemple des champions du monde, champions d'Europe, enfin, tout ce qu'on voudra bien, les deux stars, s'ils font une mauvaise performance à Dunkerque dans les championnats de France cette semaine, ils vont pas à Pékin. Ils ne seront pas qualifiés. C'est incroyable. Hein. Oui, voilà, c'est la loi. C'est la loi. Il y a une chance pour que ça se passe. Enfin, il y a un risque possible ou pas? Non, dans la mesure où Laure Manodou, elle a mal dormi. Non, mais en plus, Laure Manodou, elle a quand même plusieurs chances puisqu'elle va s'aligner sur 6 distances différentes. Donc, et puis, non, on voit mal comment... Qu'on soit précis là, parce qu'on aime bien comprendre. Elle va s'aligner sur 6 distances. Admettons, elle se plante sur 5, mais elle réussit sur une distance. Est-ce qu'une fois qu'elle gagne pour Pékin, ok, d'accord, elle est qualifiée pour Pékin, mais est-ce qu'à Pékin, elle a le droit de concourir sur les autres distances pour lesquelles... elle ne sera qualifiée, enfin, elle ne sera qualifiée pour les Français en tous les cas, que pour la distance sur laquelle elle aura réalisé ses minima. Ah bah c'est bien, ça c'est une bonne réponse, c'est très précis, comme ça on va pouvoir mieux suivre les championnats de ce week-end. C'est surtout pour pas léser les autres sportifs. Tout à fait. Allez, du rugby avec Clermont-Toulouse, ou plutôt Toulouse-Clermont. Toulouse-Clermont, ça sent on s'approche des demi-finales. C'est un match pour la première place entre Toulouse et Clermont, qui est actuellement le leader. Ce sera sur Canal+ demain. Il y a le Stade Français qui reçoit Montauban et Perpignan qui reçoit Bayonne sur Canal+ Sport. Et puis, on a une information qui nous attriste un petit peu, c'est que l'un des meilleurs piliers de français de l'histoire, le joueur d'origine sud-africaine Peter De Villiers, qui a 35 ans, il vient d'annoncer qu'il prend sa retraite. Il a joué 69 fois avec le 15 de France. Il a gagné 4 tournois, dont 2 grands chelems. Il a été 4 fois champion de France avec le Stade Français. Je vous signale en tout cas à propos des championnats de France de natation à Dunkerque que vous pourrez les suivre sur Europe 1 dimanche, sur Eurosport et à la radio sur Europe 1 dimanche avec Corinne Boulou et justement Roxana Maracineanu qui elle-même est une grande championne de natation. Oh, puis elle est belle en plus. Voilà, et qui est belle et qui est consultante sur Europe 1 évidemment. Mais qui est belle. Et qui est consultante sur Europe 1. Mais elle fait de la radio, alors on la voit pas. Mais elle est belle quand même. Dites donc, à mon avis, vous avez dû tester des combinaisons avec elle. Non, mais j'aime bien cette fille. Je la trouve charmante. Bon. Et belle aussi, non? Et belle en plus. Un mot sur le football, avec cette histoire d'abord de Boulogne Boys, groupe de supporters dissous par Michel Alliot-Marie. C'est une association largement inspirée par les anciens tifosi italiens et les hooligans anglais à l'époque, dans les années 80, puisqu'ils ont été créés en 85, qui étaient extrêmement violents. C'est une association qui est composée, pas dans sa majorité, mais elle est quand même composée de quelques éléments politisés d'extrême droite, mais aussi d'autres qui sont souvent des jeunes de la jeunesse dorée de Paris qui viennent s'encanailler et faire des trucs un peu violents pour se changer les idées très intelligemment. Et cette association donc dont le symbole est une tête de mort était, si on peut dire, abritée par le Paris Saint-Germain qui lui avait fourni
un local dans l'enceinte du parc, vous vous rendez compte? Et là, et c'est là qu'on a retrouvé les traces de la peinture de cette fameuse banderole des ch'tis, qui est à l'origine de toute cette affaire. Il y aura évidemment une 34e journée de championnat de Ligue 1 de football ce week-end. Et pour le PSG, il s'agira d'essayer au moins de tirer un nul à Caen pour enfin ramener un point, voire même la victoire. Puisque même si le Paris Saint-Germain a gagné contre Carquefou en Coupe de France, c'est le championnat qui reprend ses droits, comme on dit dans ces cas-là. Et en championnat, il y a tout à faire, puisque pour l'instant, le PSG est toujours relégable. Un déplacement à Caen, c'est pas gagné d'avance, d'autant que Caen est quand même pas mal placé. Enfin, pas mal placé, ils sont dans le milieu de tableau, 43 points, 12e. Et ils ont pas intérêt à perdre trop de points non plus, parce qu'on peut très vite retomber dans la zone relégable dans les, 6, 7 ou 8 derniers matchs à jouer? Ah oui, on est à la 34e, 5 journées encore à jouer. Donc en 5 journées, même les clubs qui sont en milieu de tableau, si jamais il y en a un qui remonte des 3 derniers, il y en aura forcément un du milieu de tableau qui redescendra. Et c'est la même chose pour Lens qui reçoit Sochaux, et puis également pour 2 clubs, Strasbourg, qui reçoit Lyon et qui est relégable, donc ça peut être catastrophique. C'est d'ailleurs l'analyse de Giroud, hein. Et puis Toulouse, presque relégable, qui reçoit Bordeaux, qui est 2e au classement et qui pourrait gagner le championnat de France. Qu'est-ce qu'il dit Giroud? Giroud, il dit ceux qui, à mon avis, c'est pas ceux qui sont les plus menacés aujourd'hui qui vont descendre, enfin pas tous, mais ce sont ceux qui croient jouer sur le velours parce qu'il dit on a un matelas, et qui sont dans le dernier tiers du tableau. Ouais, et ceux-là peuvent. C'est Giroud qui dit ça, et moi, comme ce que dit Giroud pour le foot, c'est un peu comme ce que dit Stevie sur l'économie, j'écoute toujours. Allez, on vous applaudit, on vous remercie, Roger Isabelle. Bon week-end sportif sur Europe 1. Au revoir. Serge Liado n'est toujours pas là. On devrait il sera là lundi, non? Oui, on devrait le récérer lundi au téléphone. Mais c'est pas grave, j'ai des questions pour meubler. En attendant, qu'est-ce qu'il a? Il a glissé sur une serpillière. Mais il continue à travailler depuis son studio. Il nous a quand même fait un petit quiz cette semaine, puis il reviendra sur l'antenne d'Europe 1 dès lundi avec ses chansons qui se ressemblent. En attendant, j'ai une question à vous poser. Le 18 avril 88, ça veut dire il y a... 18 avril 88, il y a 18 ans. Il y a 20 ans. Qui disparaissait, dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Pierre Desproges. Pierre Desproges, voilà, c'était facile ça. Pierre Desproges. Pierre Desproges, et c'est plutôt pas mal finalement qu'on célèbre cet anniversaire, parce que c'est vrai que la nouvelle génération finalement a pas vraiment tant entendu parler de ça, de Pierre Desproges ces 10 dernières années. Autant après sa disparition, on a peut-être même un peu trop sacralisé Desproges par rapport à de son vivant, on va dire. C'est toujours comme ça quand quelqu'un disparaît, mais autant depuis 10 ans, on peut dire qu'on l'a un peu plus oublié quand même. Alors voilà, il y a des tas de bouquins qui sortent à cette occasion, cet anniversaire, cette célébration de la disparition de Pierre Desproges. Il avait 49 ans, mort d'un cancer, on le sait, alors qu'il était un des rares à oser sur scène, évidemment, plaisanter sur un sujet tabou encore à l'époque, il y a 20 ans, sur le cancer. Il y a des bouquins qui sortent, tout Desproges, 1450 pages avec des textes publiés par l'humoriste, des photos inédites, un DVD où on retrouve notamment les voix de Françoise Sagan et Philippe Torreton, parce qu'il avait aussi été évidemment celui qui allait interviewer les stars pour Jacques Martin dans Le Petit Rapporteur. Il y a une interview de Françoise Sagan par Pierre Desproges qui était à mourir de rire. Mourir de rire, où on voit la classe et la gentillesse de Sagan qui lui dit c'est comme ma cousine, machin, ça. Je me dis ah bon, à aucun moment le s'énerve. Il est d'une élégance avec. Vous savez que c'est des coïncidences extraordinaires. Avant-hier, j'étais à un enterrement, Père Lachaise, je suis tombé sur la tombe de Desproges. Avant-hier, exactement, mercredi. Et c'est une tombe qui lui ressemble pas du tout, qui est très jolie, qui est entourée d'une petite, comment ça s'appelle, une petite clôture en fer, comme ça, en acier, et avec des jolies fleurs dessus, et il y a sa photo. Et son truc, une toute petite tombe en haut du Père Lachaise. Et je croyais qu'il avait demandé qu'on écrive sur sa tombe Pierre Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non.
Non, ça c'est le communiqué. Mais on l'a pas écrit sur ça, sa c'est le tombe, on aurait dû. communiqué que son Non, épouse... ça, je peux vous dire que c'est pas écrit sur sa tombe. Non, c'est le communiqué que son épouse a rédigé pour l'AFP quand, à sa mort, il a fallu annoncer sa disparition. Elle a fait ce communiqué avec un des complices de Pierre Desproges qui travaillait pour lui, pour Merci Bernard et pour La Minute de Monsieur Cyclopède, dont le nom m'échappe, mais je crois que c'est Fournier, son nom, c'est pas ça? Ah oui. Gérard Oui, Miller, voilà. Fournier, c'est Fournier, Et c'est tous les deux, son épouse et lui, qui ont fait ce communiqué. Ils ont trouvé que c'était plus conforme au personnage de Desproges d'annoncer ainsi sa disparition. Tout ça, d'ailleurs, vous le lirez dans un autre livre qui s'appelle Desproges et vivant, coédité et piloté par François Rollin. Il y a 34 signatures. J'ai eu la chance de faire partie de ces 34 noms à qui on a demandé de parler de Pierre Desproges dans ce livre, avec aussi, quand même, c'est plus important, des textes de Pierre Desproges. Il y a 290 pages. Pour ceux qui ne connaissent pas Desproges, c'est l'occasion, et c'est l'occasion aussi pour nous, d'écouter justement Desproges. Ce jour-là, j'étais en train de me raser, quand soudain, je me dis, tiens, j'écouterais bien la radio. Or, tenez-vous bien, figurez-vous que les piles de mon poste à transistor étaient mortes. Bon. Alors moi, ne faisant ni une ni deux, je me rends chez l'épicier dont les shops jouxtent mon logis. Et je dis, bonjour monsieur l'épicier. Et l'épicier dit, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait? Alors il dit qu'il voudrait des piles. Alors l'épicier dit, ah, ben il n'y a plus de piles, il veut pas des belles bananes. Alors il dit que non, il dit qu'il veut pas des belles bananes, il dit qu'il veut des piles. Ah, ben il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr, j'alors. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de 4 piles sous film plastique. Et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la vendeuse subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty début Charles de Gaulle. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs. Tiens, c'est un alexandrin, ça. Non, mais le... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Hein? Ça serait peut-être moins chiant si je vous la faisais en alexandrin, mon histoire, non? Bah, tu te marres, mais tu sais qu'avec un texte en béton comme ça, on fait une comédie musicale comme on veut, hein? Quoi? Non, mais, tu vois... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. C'est pas une soirée de mélomane. Donc, qu'est-ce qu'elle glapit-elle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti et jaloux de ses droits. À telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je les fais préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire avant de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Or donc, avec un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ses gonds encrassés, je dépose sur sa caisse, non pas 22 francs, mais 11 francs, et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous m'embêtez à la fin, j'ai pas que ça à faire, m'en dit-elle effrontément. Puisque je vous dis que ces piles sont vendues par 4, ça nous y fait 22 francs. Je vous demande pardon, mademoiselle, je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, eh ben, j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Hurla-t-elle, en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu, alors que mon père toujours pas. Les clients alentours faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit: eh bien, que se passe-t-il? Mais c'est monsieur Deborche, eh bien, que se passe-t-il? Prenant alors à témoin la foule attentive, je récitais fermement la loi qui était de mon côté,
en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con, sachant que d'une part j'avais parfaitement raison, et que d'autre part les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva 2 piles du paquet de 4 et me les tendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut, magnifique et serein, comme un petit Salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères, après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4! Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Le livre de la semaine, c'est La Fabrique de souvenirs, un roman publié chez Flammarion, écrit par Philippe Paulet-Villard. On peut lire sur le bandeau du livre qu'ajoute souvent la maison d'édition, dans le cas présent, Flammarion. Mon père n'était pas présent le jour de ses obsèques. C'est bien mystérieux comme sous-titre. La Fabrique de souvenirs a été lu par tous les chroniqueurs. Qu'en avez-vous pensé? Je commence par vous, Stevie. Alors, on est en Haute-Savoie. On est dans les années 60, 70. C'est une époque, ça parle d'une famille classique, donc un homme, une femme, 3 enfants, dont le narrateur, Philippe, parce que je crois que c'était une autobiographie, hein. Enfin, c'est pas une autobiographie, mais c'est sa vie romancée. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Donc voilà. Donc on est en Haute-Savoie, etc. Et la fabrique de souvenirs, c'est l'usine de son papa qui fabrique, parce que comme on est à la montagne, on fabrique toujours des conneries pour les touristes, genre, je sais pas, tu sais, le baromètre avec le chalet, notamment. Hein. Les Delweiss. Voilà. Le petit chamois. Alors, voilà, le ramoneur. Voilà, enfin, tous les trucs clichés de la montagne, mais à la fois très sympathiques à ramener à la maison pour mettre très vite dans un carton et au grenier. Parfait. Enfin, bref. Le prix sur Internet. Enfin bref. Et donc on est dans les années, voilà, c'est la libération des mœurs. C'est en fin de compte, il y a plein de petites histoires. Il y a des histoires d'adultère. Il y a, enfin c'est tout est bien. Moi, j'ai aimé ce livre. Je ne connais pas encore la fin, donc j'espère que... Elle n'est pas lu jusqu'au bout encore. Non, je m'y suis... Mais vous êtes accroché. Il est vachement bien. La Fabrique de souvenirs, déjà, ça a plu à Stevie. C'est pas mal, Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi la Fabrique de souvenirs. J'avais bien aimé son bouquin précédent qui s'appelait L'homme qui marchait avec une balle dans la tête. Et Philippe Paulet-Villard, il est également scénariste et réalisateur. Et sa tête me dit quelque chose. Je vois sa photo sur la Et 4e comédien. de couverture. Ah, il est comédien. Il a joué dans plusieurs films, déjà des petits rôles, mais on l'a déjà vu. Et je l'ai reçu, on a tout essayé, on me dit. Voilà, c'est pour ça. Si je retenais la tête de tous ceux que je reçois, allez, on a tout essayé, je dormirais plus la nuit. Il a eu un Oscar et un César pour son dernier court-métrage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très proche d'une écriture, on va dire nerveuse, visuelle, qui s'approche plus de l'action et de l'image que peut-être l'écriture. Donc une écriture cinématographique. Voilà, une écriture plus cinématographique. Ah, Bénichou dit non, on verra tout à l'heure. C'est pas que ça cinématographique du tout. Non, mais il y a quelque terriblement chose de littéraire. Ah, on verra. Alors, chacun son tour. Alors, moi, justement, pour nous départager, je vous propose de vous en lire un extrait. D'accord. Parce que justement. Juste les 300 premières pages. On va voir le titre, ça s'appelle donc La Fabrique de souvenirs. Et voilà ce que c'est que la Fabrique de souvenirs. Mes parents fabriquaient des souvenirs. Ça n'est pas une image, c'était leur métier. Toutes sortes de souvenirs qu'on appelait d'ailleurs les objets souvenirs. L'objet souvenir le plus connu, celui qui avait fait la notoriété régionale de mes parents dans les années 60, se présentait sous la forme d'un petit chalet de bois verni, agrémenté de 2 arcades percées d'où sortaient et rentraient un homme et une femme en fonction des assauts météorologiques. On a tout compris de la Fabrique de souvenirs, qui est un joli titre d'ailleurs, Oui. évidemment, à double sens, oui, mais évidemment. très joli titre. Philippe Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, c'est un livre que j'ai bien aimé. C'est un effet très très original dans la façon dont il se raconte, parce qu'au fond, il faut quand même, c'est très clairement un livre autobiographique qui est d'ailleurs dédié à sa mère et à sa sœur et à son frère. Parce que, voilà, c'est l'histoire, et ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est l'histoire d'un père dont Philippe
est malade, mais profondément malade, parce que c'est un père, d'abord, qui ne l'aime pas. Ça explique un peu le bandeau, parce que j'ai démarré par ça. Mon père n'était pas présent le jour de ses obsèques. Et puis, qui est un père qui a trompé sa mère, qui s'est comporté vraiment comme un salaud, et qui est fini par partir en Madagascar, et qui meurt là-bas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là le jour de son enterrement, parce qu'il est là-bas, quelque part, oublié, brûlé dans un coin d'un hôpital. Bon. Et puis, mais c'est ce livre qui est en effet toute sa souffrance envers son père, qui est écrit avec une drôlerie et avec une distance extraordinaire. C'est ça qui est formidable. Généralement, les trucs autobiographiques, là, c'est un peu la mode en ce moment. On se raconte, c'est un peu plombant, c'est un peu chiant. Là, jamais. C'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait bien écrit, et c'est surtout, alors là, je trouve un formidable livre. C'est un hymne à la mer. Elle est en filigrane sans arrêt. Et c'est un personnage extraordinaire. Pierre Bénichou puis Gérard Miller. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui avait manqué de très peu d'être un très bon livre. Parce que c'est vrai que c'est un exercice très difficile. Le plus difficile, sans doute, c'est de raconter son enfance. Et c'est la meilleure partie. C'est-à-dire les 2 tiers du livre. On sent que le dernier tiers, il a fait vite et que c'est pas bien. Puis on perd les personnages. On perd le frère, par exemple. On perd la sœur. On sait plus où c'est. Alors, les livres où on perd quelqu'un, souvent, c'est formidable, comme dans Modiano. Mais c'est Modiano. Mais là, on perd les personnages. Et je trouve que l'histoire est assez classique. Et en plus, comme tous les jeunes écrivains, ils ont lu L'étranger très jeunes, donc ne pas pleurer aux obsèques de sa mère, c'est L'étranger de Camus. Et là, justement, il raconte comment il ne pleure pas. Et il a une formule absolument formidable que je me permets de vous citer. Jeune écrivain, on va quand même rappeler qu'il a 48 ans aujourd'hui, Pierre Bénichou. Oui, non, je veux dire, des écrivains qui racontent des choses de sa jeunesse. Mais si je retrouvais mes lunettes, ça serait tellement mieux. Elles sont sur votre front, Pierre. Elles sont sur mon front. Voilà. Il dit, je m'en souviens, c'était encore l'époque où le fait de ne pas savoir pleurer me posait un problème. Alors il est là devant l'urne où son père est en cendres. Et c'est pour ça qu'il dit que mon père n'était pas présent ce jour-là. Il dit, je ne pouvais pas, comme la plupart des gens, grogner, geindre, octer, renifler, sentir monter en moi le doux orgasme du désespoir. Gérard Miller. C'est vraiment un livre post-68 art, c'est vraiment les années 70 plus que les années 60. Et alors il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, sans doute parce que plus personne ne le lit aujourd'hui, mais moi ça me fait penser à cette littérature humoristique anglaise, du style 3 hommes dans un bateau. Ah oui. C'est absolument Jérôme ça. Jérôme K. Jérôme. Mais c'est vraiment très drôle. Il y a du style. Voilà, il y a du style, je trouve ça amusant, je trouve ça intelligent, et vraiment c'est un livre qu'on peut conseiller sans problème. Il n'est pas trop long, ce qui pour moi est toujours un mérite pour un certain nombre de livres, et c'est vraiment un bon cadeau à faire ou à se faire. La fabrique de souvenirs, un roman signé Philippe Paulet-Villard, publié chez Flammarion. Avis positif des 5 membres du jury d'On va se gêner, dont le président Stevie avait inauguré, il faut le dire, cette session. Les sorties du week-end avec Monique Pantel. On commence par le cinéma. Bonjour Monique. Bonjour. Parmi les films sortis mercredi, commençons par peut-être celui qui a le plus vos faveurs, chère Monique. C'est lequel? Vous l'avez deviné? Non. Ben, c'est évidemment Sans harmonienne ni violence. Ah, le film de Jean-Paul Rouve. Ah, je l'adore. Je l'adore. Elle ne me dira pas le contraire, l'autre. Hein. Non, je ne dirais pas le contraire. C'est Isabelle Motro. Jean-Paul Rouve lui-même, qui joue le rôle de Spaggiari, Alice Taglioni et Gilles Lelouch sont réunis dans ce film. C'est magnifique. Comme tout le monde le sait, Albert Spaggiari avait eu l'idée géniale de cambrioler la banque, je ne sais pas quelle banque de Nice en 1976. Et Rouve a eu l'idée géniale d'en faire un film envoûtant, ludique, spectaculaire. Avec sa femme de cinéma, Alice Taglioni, qui pour une fois joue extrêmement bien. Spaggiari se la coule douce là-bas, en Amérique du Sud, où il s'est réfugié avec son pognon. Champagne, cigares, tout ça. On se marre avec lui, on s'amuse bien. Et puis tout d'un coup arrive un journaliste, on a la trouille. On a envie de dire à ce pauvre Spaggiari Rouve, attention, on ne te livre pas comme ça. Un film où on vibre autant, il faudrait l'encadrer. Mon copain David, vous savez, mon copain livreur, a dit lui-même, c'est un vrai bonheur. Un autre film, Passe-Passe, un film de Tony Marshall avec Nathalie Baye et Édouard Baird. Eh ben, hélas, pour les délicieux acteurs, ce film ne casse rien. Bon. Il n'y a pas d'histoire, rien que des bribes. Alors c'est charmant quand même. Il y a Guy Marchand quand même aussi. Il y a Nathalie qui est divine.
Elle est une vénéneuse égérie qui se balade avec un sac plein de pognon. Il y a Joe Star dans le film. Oui, il y a plein de monde. Poursuivi par un ministre, les courriers, enfin tout le monde. Et l'autre qui est au chômage, Édouard Baird, dans son personnage, il a le temps, donc il l'aide et il la protège, il la met au lit. On aurait dû rire, mais on se demande tout le temps pourquoi il n'y a pas de scénario. Passe. Non, moi je te trouve sévère parce qu'effectivement le scénario, je suis d'accord, le scénario est un peu trop léger, ça sans conteste. Mais c'est tellement réussi ce couple, c'est tellement charmant, c'est tellement. Parfois il y a des films qui n'ont pas vraiment de scénario très fort et qui fonctionnent quand même parce qu'on est en empathie avec les comédiens et là ils sont tous les deux ils sont formidables. Bon. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, on l'a bien compris, Isabelle et Monique, mais bon, ça marche, passe. Ça marche pas très bien. Non, ça marche pas très bien. Et c'est dommage parce que Vénus Beauté avait fait Tony Marshall fait des bons films. Et là, bon, ça marche. Et France Boutique, c'était plutôt rigolo aussi. Plutôt réussi, oui. Voilà, avec Cluzet. Les États-Unis contre John Lennon. Alors ça, c'est un documentaire, les USA contre John Lennon. Eh ben moi, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est quand même intéressant de voir John Lennon, le célèbre Beatles, assassiné, et à travers des images d'archives et des témoignages, entre autres de sa femme, ce documentaire raconte cette période affreuse où le gouvernement américain portait une haine envers Lennon, le pacifiste, qui ne cessait pas, qui était révolté contre la guerre du Vietnam. C'est intéressant, donc c'est réussi. Très intéressant. On oublie ce documentaire un instant pour revenir à une fiction, les chroniques de Spider-Weeks. Alors moi là, j'ai forcé trop. Parce que ce film est une héroïque fantaisie et je sais que je suis allergique. Mais comme j'aime de plus en plus les films pour enfants, j'y suis allée quand même. Ouais. Mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les ados, ceux qui aiment les trucs tordus, les manoirs hantés, les monstres, les mondes parallèles. J'ai tenu le plus que j'ai pu, mais j'ai craqué, pardonnez-moi. C'est un film qui doit trouver sa cible. Il l'a trouvé, parce que ça marche plutôt bien. Oui, tout à fait. Un dernier film, Whatever Lola Wants. Avec Assad Bouab, Laura Ramsey, Carmen Lebos. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai trouvé ça adorable. Lola, il faut dire que j'aime la danse du ventre. La regarder, en tout cas. Alors, Lola, qui est divinement bien jouée par Laura Ramsey, qui a appris pour l'occasion à danser. C'est elle qu'on voit sur les affiches du film, qui fait la danse du ventre. Elle est très bien jeune et jolie américaine. Elle se précipite en Égypte pour apprendre les secrets, la magie de la vraie danse du ventre. Et c'est très bien. Parce qu'en même temps, c'est la réconciliation imaginaire peut-être des deux religions. Il n'y a plus de racisme, tout le monde s'aime. Et moi, ça m'a fait du bien de voir ce film. Whatever Lola Wants, Isabelle? Ouais, moi j'étais un petit peu gênée par la jeune comédienne qui, je trouve, danse pas très bien, donc c'est quand même un peu dommage. Oui, parce que vous êtes une experte de la danse du ventre. Mais on voit dans le film. Je vous ai vu bouger, faire une danse du ventre une fois debout sur une table au restaurant. On voit dans le film évidemment, elle peut pas atteindre votre niveau, Isabelle. On voit dans le film des danseuses qui sont vraiment manifestement de vraies danseuses, et c'est terrible, quoi. Allez, bilan de tout ça, on peut dire que s'il y a un film à aller voir avant tout, c'est le film de Jean-Paul Rouve, Sans armes, ni haine, ni violence. Pourquoi pas Whatever Lola Wants, qui est un film sympathique. Les États-Unis contre John Lennon, si on est intéressé par ce documentaire. Et puis, si on croit à ce que dit Isabelle Motro, allez voir passe. Pour surtout Édouard Baird. Si on aime Édouard Baird et Nathalie Baye, on y va. Faut pas y aller pour le scénar du film, quoi. On est d'accord? J'ai bien résumé l'affaire. Oui. Allez, on dit au revoir à Monique. Merci Monique. Au revoir. Et comme c'est les vacances scolaires, on peut annoncer différentes manifestations. Par exemple, à Concarneau, sachez que c'est le départ de la Transat Concarneau Saint-Barthélemy qui partira dimanche prochain. Et c'est donc fête à Concarneau du 12 au 20 avril. C'est commencé, c'est jusqu'au 20 avril prochain. Concarneau, c'est la foire du trône aussi, ça c'est à Paris, pelouse de Reuilly, profitez-en si vous êtes parisien. Tous les Parisiens vont partir ce soir, mais on a évidemment tous ceux qui viennent des régions qui vont être dans la capitale pendant tout le week-end. C'est pour ça d'ailleurs j'imagine qu'on a beaucoup de monde en ce moment dans nos studios. Et c'est les 24 heures du Mans moto. Les 24 heures du Mans moto. Voilà. C'est formidable. Alors, soyez prudents sur la route. Si vous avez des enfants aussi, vous pouvez aller applaudir Sophie Forte dans son spectacle pour enfants. Attention, faut venir, si vous êtes adulte, venez pas tout seul, ça servira à rien, mais
En revanche, si vous avez des enfants, vous pouvez aller applaudir Sophie Forte dans Maman dit qu'il ne faut pas, est accompagnée au piano par Antoine Salaire. Et ce spectacle se déroule au théâtre de Ménilmontant. Renseignez-vous sur les horaires, parce que les horaires sont évidemment des horaires pour enfants. Ça se joue pas, ça se joue pas à 23h, évidemment. Maman. Si c'est pour les enfants, on va pas les faire coucher à n'importe quelle heure. Maman dit qu'il ne faut pas, c'est à 17h30. En fait, voilà, oui. j'ai retrouvé l'horaire. Et n'oubliez pas le théâtre, entre autres, évidemment, ma pièce préférée du moment, c'est normal, puisque je l'ai adapté, Open Bed avec Titoff. C'est bien. Et vous n'êtes pas allé encore, Bénichou, alors ne mentez pas. Titoff. Moi, j'y suis allée, c'est très, très, très bien. Titoff et Charlotte de Turckheim pour la mise en scène. Et je signale, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent, et qui me croisent, oui, vous n'arrêtez pas de dire des places à 10 € pour les jeunes qui ont moins de 26 ans. D'accord, mais alors quand on a plus de 26 ans, comment on fait parce que c'est très cher le théâtre? Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a des kiosques dans Paris, comme par exemple à la Madeleine, où au dernier moment, on peut acheter des places à 50% du prix. C'est vrai pour tous les théâtres privés. Et là, c'est vrai quel que soit votre âge. Je le dis d'autant plus que les Parisiens quittent Paris ce week-end et qu'il va y avoir de la place, à mon avis, dans tous les théâtres. Je le dis pour tous les théâtres. Donc, si vous êtes provinciaux et que vous voulez acheter des places au dernier moment, vous les paierez moitié prix. C'est vrai dans tous les théâtres privés. Merci. Bon week-end sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.